Salut cher public, salut à tous dans le chat, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans le talk de France Info. Le talk de France Info, c'est 2 heures de décryptage et de débat. 2 heures pour aller voir ce qui tambourine sur le poitrail de l'actualité économique, diplomatique, politique, l'actu des sciences, de la tech, du web et des idées. Et ce jeudi, l'actualité médiatique, avec aujourd'hui un stream un peu spécial, puisqu'on se retrouve à l'heure de l'apéro du midi, de 11h à 13h, pour parler de médias. De médias parce que depuis ce matin et toute la journée, la Maison de la Radio accueille avec le groupe Le Parisien Les Échos la 8e édition de Médias en scène. Médias en scène, c'est quoi ? C'est le Festival international des médias de demain. Une journée dédiée à l'avenir des médias, à l'heure des nouveaux espaces informationnels, à l'heure des crises de confiance, de défiance, des déserts médiatiques, de désinformation, de mésinformation aussi. À l'heure notamment où les Français se rendront bientôt dans les isoloirs pour élire leur maire, à l'heure aussi où l'intelligence artificielle monte en puissance et s'invite dans les débats et les pratiques, parfois sur invitation et parfois par effraction. Alors on est en direct depuis l'Agora de la Maison de la Radio. Il y a quelqu'un qui parle en même temps. Ça agoratise beaucoup. Très fort, donc c'est vraiment une Agora. Une Agora, c'est l'endroit où tout le monde parle. On est donc ensemble pendant 2 heures avec beaucoup de bruit, avec plein d'invités, en direct et en public, donc depuis l'Agora de la Maison de la Radio. Avec vos questions dans le chat, on va peut-être demander à la dame de parler moins fort. On est encore ensemble pendant 2 heures, enfin 11 heures moins, donc 6 minutes et 33 secondes maintenant. On a un petit peu plus de retour, donc on a l'impression d'être moins avec la dame, mais qui a l'air sympa. Donc c'est avec vos questions dans le chat. Vos questions, vous les posez, je les passe aux invités. Vos questions, elles doivent terminer par un point d'interrogation. Elles doivent être sympathiques, bienveillantes et courtoises ou acides, mais le tout dans la bonne humeur. C'est Jérém à la Modé qui vient d'arriver, il me semble, qui est le gardien des bienséances. Au programme de ces 2 heures, 2 thèmes. Jusqu'à midi 20, on va parler de la citoyenneté et des médias avec une question. Est-ce qu'on a besoin des médias pour être un bon citoyen ? Est-ce qu'on a besoin des médias pour exercer sa citoyenneté ? Si la réponse peut-être était oui, de quelle sorte de médias est-ce qu'on a besoin et quels sont les nouveaux enjeux liés à l'extension du domaine des nouveaux espaces informationnels ? Ce sera jusqu'au midi 20. À midi 20 et jusqu'à 13h, on va parler d'intelligence artificielle avec une autre question. L'IA et les médias sont-ils voués à un tango tragique ? En somme, le diable s'habille-t-il en IA ? Ce sera jusqu'à 13h. Allez, on ouvre notre premier thème. On va causer médias, citoyenneté, désert médiatique, nouveaux espaces informationnels. On va le faire avec vos questions dans le chat. On va le faire aussi avec plein d'invités. Et à tout seigneur, tout honneur, par exemple, Jean Messier. Salut Jean. Salut, ça va ? Ça va très bien. Jean, tu es qui ? Tu es streamer politique et tu es créateur de Backseat. Sur Twitch, on sait ce que c'est Backseat et on sait probablement qui est Jean Messier. En podcast ou en replay, je pense qu'on ne sait peut-être pas forcément. Qu'est-ce que c'est Backseat ? Backseat, c'est un talk show d'actualité politique qui est diffusé sur Twitch depuis 2021, 2022. Et c'est une émission en plateau, en public, qui a lieu chaque jeudi, au cours de laquelle, avec mes chroniqueurs, on parle de l'actualité politique, on vulgarise l'actualité politique et on reçoit chaque semaine un invité ou une invitée politique de premier plan. Bienvenue Jean, à tes côtés, Élise Lalanne-Larieux. Salut Élise. Salut Ludo. Élise, t'es consultante média chez Bonafide, enseignante à l'EFAP. Qu'est-ce que c'est que Bonafide ? Bonafide, c'est une agence de communication d'influence. On fait des relations presse, des affaires publiques, de la communication et de l'opinion. Mais ça, je pense que Dorian en parle mieux que moi encore. Justement, à tes côtés, Dorian Dreuil. Salut Dorian. Salut Ludo. Dorian, t'es politologue, t'es expert associé à la Fondation Jean Jaurès, t'es directeur d'études de Bonafide qu'on vient de présenter. Tu voulais compléter quelque chose ? Et c'est la particularité de Bonafide, c'est effectivement qu'on a un institut d'enquête qui analyse les signaux faibles de la société, les tendances émergentes et notamment les nouveaux modes de consommation des médias. Bienvenue chez toi Dorian, à mes côtés Jacques Transo. Salut Jacques. Bonjour. Bienvenue, tu es journaliste et ancien rédacteur en chef à l'Express. Tu as cofondé Médiacité. Médiacité, on lit que c'est le média en ligne d'enquête et de décryptage consacré aux principales métropoles françaises. Ouais, c'est de l'investigation locale, c'est ça qu'il faut dire. Et on est pour l'instant présent dans uniquement 4 métropoles et c'est désolant, on aimerait être beaucoup plus présent. Les 4 métropoles étant Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Tu vas nous raconter l'histoire de Médiacité, à tout seigneur, tout honneur. Mathieu Mondeleny, salut Mathieu. Salut Ludo. Bienvenue dans ta maison, donc tu es directeur de l'information du réseau ici, ex-réseau France Bleu, donc à Radio France. Le réseau ici, c'est combien de locales ? 44 locales réparties sur tout le territoire français, 443 journalistes répartis dans ces 44 locales. Et tu auras quelque chose à en dire certainement. Cécile Massin va nous rejoindre pendant la place de Jean, qui doit nous quitter, je pense, à 11h45. 3 quarts d'heure, ouais. Cécile Massin qui est journaliste, qui a cofondé Rambobine, elle va en parler dans 30 secondes. Dorian, Élise, vous avez commis une note à la faveur de l'entrée dans l'hiver, elle s'appelle Médias et démocratie, vers un nouveau rôle du paysage médiatique dans la société. Elle met l'accent sur la fatigue informationnelle, la défiance, l'émergence des médias locaux. On est en plein dans le sujet ?
On est pleinement dans le sujet du coup de la note qui questionne d'une certaine manière le nouveau rapport du paysage médiatique à la société et derrière les enjeux démocratiques que ça sous-entend. Donc on est dans le thème de la journée que vous organisez, de ce festival, et on est aussi dans le thème du baromètre, du fameux baromètre de la Croix qui a été dévoilé, je crois d'ailleurs, sur vos antennes et aujourd'hui ici, qui depuis 39 ans mesure la confiance des citoyens dans les médias et qui montre une tendance assez longue de méfiance croissante des citoyens et des Français vis-à-vis des médias. Un chiffre qui date d'aujourd'hui, du coup, qui est celui de dire que 61% des Français considèrent qu'il faut se méfier des informations. Avec un paradoxe, c'est qu'il y a pour autant tout un intérêt pour l'actualité qui est toujours très fort. Donc il y a ce mot de méfiance qui revient souvent quand on parle du rapport des citoyens aux médias, qu'on pourrait aussi traduire par une forme d'exigence. Et c'est l'autre enseignement qui ressort de ce baromètre. Une exigence qui est d'autant plus forte et qu'on voit dans les différents chiffres de l'enquête, qui en fait est une exigence de séparation entre ce qui est de l'information et ce qui est de l'opinion. Et que nous, dans nos travaux, on a essayé d'élargir aussi en disant que cette tension entre information et opinion dans la grille de lecture du paysage médiatique, elle ne se suffisait plus à elle-même et elle pouvait aussi se déplacer sur des enjeux de société qui est une autre tension entre polarisation et réconciliation. Et donc c'est toute la question, finalement, c'est comment est-ce que le paysage médiatique, les médias, d'une certaine manière, redeviennent des ingénieurs de la réconciliation pour retisser du lien et pallier à cette méfiance, cette défiance qui est pas nouvelle par ailleurs, qui est aussi d'une certaine manière une forme d'héritage historique. Et cette exigence, peut-être juste pour compléter Ludo, cette exigence, elle est aussi intéressante et on la voit, on la note dans le baromètre là, qui est sorti aujourd'hui. On a 65% aujourd'hui des Français qui nous disent que les médias sont vraiment, sont considérés en tout cas comme un véritable contre-pouvoir pour justement maintenir les valeurs démocratiques. Donc cette exigence, elle vient aussi des attentes qui sont très très fortes et très très hautes et qui pour le coup baissent pas depuis des années. Mathieu, le réseau ici a commandé l'année dernière une enquête à l'Institut de sondage Odoxa, il me semble. Une enquête réalisée auprès d'un échantillon de 999 Français, donc c'est un échantillon qui est considérable, interrogé par Internet, donc c'était en 2025, et qui laisse à penser que l'information de proximité, on en a encore besoin. Oui, on en a besoin et en fait, elle rassure plutôt les gens qui la consomment. Alors, c'est pas une nouveauté, mais quand on voit l'actualité nationale et surtout internationale, on peut comprendre que l'actualité locale puisse avoir une dimension qui rassure un peu les gens. Mais effectivement, il y a aussi ce sentiment de proximité qui reste quelque chose de très important. Nous, on le constate d'ailleurs via les fréquentations de notre site internet qui ne cessent d'augmenter parce que les gens sont à la recherche de cette information qui les entoure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'est pas toujours joyeuse. On ne fait pas de l'information heureuse en permanence. Il y a des mauvaises nouvelles. C'est aussi le rôle des journalistes que de les donner. Mais le fait divers qui va se dérouler à côté de chez soi, mine de rien, il intéresse les gens. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont peur. À l'inverse, quand ils voient ce qui se passe un peu partout dans le monde, entre les guerres qui se déclenchent, les propos de certains dirigeants, là, ils sont plutôt inquiets et on peut les comprendre, je le redis. Donc il y a vraiment cette idée de cette information locale où ils vont chercher des infos pratiques. Ça, c'est quelque chose... qu'est-ce qui se passe autour de chez moi ? Ça peut aller des horaires du marché à les élections municipales qui arrivent et qui, évidemment, sont un enjeu démocratique important. Et les médias locaux ont cette dimension et ce rôle qui me semble assez essentiel. Enfin, je pense que tu as prévu d'en dire un mot et on a peut-être tous prévu d'en dire un mot, mais il y a un exemple qui est les États-Unis par rapport à l'information locale. Les États-Unis, ce qui se passe là-bas depuis maintenant plusieurs années, est quelque chose qui risque d'arriver en France et dont il faut considérablement se méfier. Ce que je veux dire par là, c'est que les médias locaux ont disparu de plus en plus aux États-Unis, notamment pour des raisons économiques, et que partout où ils ont disparu, la première chose qui a augmenté, ce sont les fake news, c'est la mauvaise information. Parce que quand le territoire est déserté par des journalistes de terrain qui sont à même d'aller expliquer pourquoi la voiture à côté de chez vous a brûlé hier, un court-circuit électrique, mais qu'ils sont plus là pour aller le regarder, pour aller enquêter, très souvent, les fausses informations, ce sont les immigrés qui sont arrivés, qui ont brûlé la voiture de votre voisin. Et donc ça fait peur, et à ce moment-là, on bascule dans l'univers des fake news, tant décriés par Donald Trump, mais pas pour les bonnes raisons. Jacques, sur Médiacité, c'est un média donc local. Oui, écoutez, je ne peux que corroborer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que quand essentiellement des anciens de l'Express se sont lancés en 2016 pour créer un média d'investigation locale, c'est avec la conviction qu'il manquait d'enquête et d'investigation en dehors du périphérique parisien. La presse est très concentrée, ce pays est trop concentré, et la presse locale, désolé pour ici, mais est essentiellement représentée par la PQR, la presse quotidienne régionale,
qui a tendance à être monopolistique sur son territoire. Alors il y a ici, bien sûr, il y a France 3, il y a un peu d'AFP, mais les forces vives, c'est plutôt la PQR. Et dans une situation de monopole ou de quasi-monopole, c'est malsain. C'est juste malsain pour la connaissance du public, pour l'information du public. Et c'est sur cette base que Médiacité s'est lancée, je répète fin 2016, avec l'idée de compléter l'offre éditoriale, parce que la PQR n'est pas axée, et ici non plus d'ailleurs, n'est pas axée sur l'enquête, sur l'investigation. Donc nous, on ne couvre pas l'ensemble des informations, mais on met l'accent là où je pense les gens nous attendent, c'est-à-dire les révélations, les scoops, et on le prouve chaque jour, je pense. Jean, Backseat n'est pas un média local, pourtant, de mon point de vue, c'est tout de même un média de proximité, finalement. Bah ouais, alors. Tu vois cette habile transition. Non, ouais. Je m'attendais pas à ça. Non, je t'avoue. C'est pas dans les répètes. Backseat est un média de proximité parce que Backseat est une émission qui a été pensée, écrite pour Twitch, et que Twitch est un média qui cultive la proximité entre l'émetteur et le récepteur. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'horizontalité qui est très importante, qui est très liée à la culture web, à la culture gaming aussi, qui fait qu'il y a une complicité importante entre celui qui parle et celui qui écoute. Il y a un rapport direct d'interaction aussi via le chat, et c'est ça qui fait la proximité. C'est cette relation parasociale nouvelle, dans cette grammaire éditoriale qui est propre à Internet, qu'on retrouve effectivement des éléments de proximité, et donc des éléments de confiance aussi. Voilà. Parce que la défiance envers les médias viendrait de ça, de ce sentiment qu'on ne parlerait plus aux gens de la bonne manière. En fait, c'est un peu éloigné peut-être de nos lecteurs, oui, de en nos fait, auditeurs, de nos viewers. C'est un sentiment d'éloignement qui est nourri par la méfiance dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée que ce journaliste qui me parle, qui est-il, pour qui travaille-t-il, est-ce qu'il n'y a pas un loup dans la bergerie, est-ce qu'il y a, c'est pas la bonne expression, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche, bref, est-ce que voilà, on nous ment, on nous manipule, tout ça n'est pas très clair, il y a des intérêts économiques, des intérêts politiques, c'est un peu compliqué, etc. Alors que mon streamer ou mon youtubeur, je le connais, je l'aime bien, je le trouve honnête. Et moi, ça me gêne beaucoup qu'on dise ça, parce que tu n'es pas honnête. Parce que même moi, si je connais pas le journaliste, je fais confiance à la rédac que je suis en train de lire. Je sais qu'ils savent bosser, les mecs. Enfin, je veux dire, ma confiance à moi, elle est totale. Mais je constate effectivement qu'une partie du public a du mal avec ça. Et j'ai l'impression que moi, quand je fais des émissions dans lesquelles je lis les journaux, j'ai l'impression de faciliter la transmission, y compris l'éducation aux médias, un peu basique auprès d'un public, en disant mais vous pouvez leur faire confiance aux mecs du journal là. Enfin, je veux dire, ils connaissent leur métier, ils nous apportent de l'info. Donc il y a un lien à réparer, et honnêtement j'ai pas la solution. Je pense pas que les journalistes doivent devenir les potes de leurs lecteurs. Je pense pas que cette fausse proximité, cette fausse complicité a beaucoup de sens dans le cadre d'un métier de journaliste. Mais non, voilà, tout ça pour dire que j'en sais rien, j'ai pas la solution. Nous, la proximité, c'est vraiment le joyau, c'est-à-dire presse locale, c'est la proximité. Et la proximité, comment on fait? Alors il y a le ton, toi tu utilises le ton sur Twitch, mais nous on se montre. C'est-à-dire on se montre, on est en contact avec les gens. Et d'ailleurs, dans le sondage de La Croix, il y a un chiffre qui est absolument dingue. C'est que ce sont les gens qui ont déjà côtoyé des journalistes qui ont le plus tendance à croire aux journalistes. Je n'ai plus les chiffres précis en tête, mais c'est-à-dire que la distance fait la méfiance. Ouais. Et donc plus on est proche, plus on organise des événements, plus ils nous sentent, ils nous respirent, plus ils se disent ok, ils sont sérieux, à Médiacité, ils n'ont pas d'agenda caché, ils ne roulent pour personne, on peut leur faire confiance. Mais c'est un travail de très très longue haleine, et nous, ça fait 9 ans qu'on se bat, et la croissance, elle est là. On gagne chaque mois des abonnés. Les municipales, évidemment, nous aident un peu, mais on reste encore à 6000 abonnés au bout de 9 ans. Vous imaginez l'effort qu'il faut faire. Donc déjà, le succès numéro 1, c'est qu'on est toujours là au bout de 9 ans, parce qu'il y a quand même beaucoup de médias qui ont disparu, qu'on sera encore là une 10e, une 11e, une 12e année, mais ça reste très dur, parce que ce travail de conviction, on part de très loin. 61%, le chiffre a été cité par Dorian tout à l'heure, 61% des gens qui disent il faut se méfier. C'est comme si vous poussiez la porte d'un restaurant en vous disant « Oulala, j'ai 2 chances sur 3 de bouffer de la mauvaise nourriture ». Donc comment voulez-vous que les gens achètent de l'info s'ils partent avec cette idée-là? Donc vous voyez l'ampleur de l'effort à faire. Et ce qui est intéressant dans le sondage de La Croix, puisque c'est la sortie du jour, c'est que les gens nous donnent la médication. Ils nous disent « Il faut séparer les faits de l'opinion », et ça c'est une plaie notamment dans notre pays. Il faut de l'humilité quand il faut corriger les erreurs et le dire quand voilà, on n'est pas infaillible. Il faut de l'audace
Et ça, c'est la force de Médiacité, parce que nous, on y va, quoi. On pourra donner des exemples tout à l'heure. On y va, quoi. On n'a pas peur de réclamer les notes de frais de Laurent Wauquiez. Ça fait 4 ans qu'on court après, on est au Conseil d'État contre lui. On gagne à chaque fois, il les a toujours pas lâchés, mais on ne le lâchera pas. On attaque aussi les citadelles, des emblèmes de la ville, des gens qui sont très connus. René Martin, par exemple, l'inventeur des folles journées de Nantes, c'est quand même dans Médiacité qu'on a sorti des faits très précis sur son management toxique et sur l'argent qu'il se mettait de côté. Donc de l'audace, de la transparence, de l'indépendance. Donc toutes les recommandations sont là, sont présentes. Donc à nous de faire le boulot comme les gens, le public nous le demande. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, et notamment sur le manque de pluralisme et les situations monopolistiques. Je pense déjà, c'est un peu exagéré quand même, parce que mine de rien, quand vous avez partout sur le territoire le service public qui est là, c'est nous, c'est France 3, que tu as des journaux de PQR qui parfois sont plusieurs, il n'y en a pas toujours qu'un. C'est vrai qu'il y a une tendance monopolistique, on le voit avec certains groupes de presse qui aujourd'hui se sont associés. Si je parle de l'Alsace, c'est une région que je connais bien. Effectivement, il y avait 2 journaux, il n'y en a plus qu'un aujourd'hui. Mais il existe toujours ici, il existe des territoires où vous êtes présents. Et je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on oppose, parce que c'est un peu, mais peut-être que je me méprends, mais ce que j'entends dans ta bouche, il n'y a pas d'opposition en fait entre Médiacité, le réseau ici, un journal de PQR, etc. À partir du moment où, je le redis, où ce qu'on fait, c'est-à-dire le travail journalistique qui est le nôtre, est un travail journalistique. Et là, je rejoins effectivement ce que tu disais, et ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous pointiez du doigt, c'est-à-dire cette nécessité aujourd'hui de ne pas mélanger les faits et les opinions. On est dans un monde qui se polarise énormément. Notre pays n'échappe pas à cette règle aujourd'hui, et il convient de pouvoir offrir des garanties qui sont celles de médias pluralistes, encore une fois. C'est-à-dire que oui, nous, ici, moi, je ne revendique pas le fait qu'on fasse des enquêtes comme Médiacité. En revanche, je suis ravi que Médiacité existe, et je souhaite que vous puissiez vous développer, gagner des abonnés, parce qu'il en va de l'enjeu démocratique qui est le nôtre, et je pense que nous défendons tous ici autour de cette table. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'opposer. C'est ce que cherchent certains des adversaires du service public, pardon de le rappeler, mais en ce moment on est quand même attaqué de toutes parts, et notamment par tout un groupe médiatique, une commission d'enquête qui est montée pour venir s'intéresser à ce qu'on fait, mais dont certains disent qu'elle est orientée, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui ont pu assister au débat, où on s'interroge quand même sur les procédés qui sont ceux-là. Donc je dis juste, et c'est pas du tout ce que tu faisais, encore une fois que les choses soient claires, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'oppose et qu'on se divise. Oui. Aujourd'hui, il faut qu'on soit des médias, avec chacun notre rôle, concurrents parfois d'ailleurs, où on s'envie, on se jalouse parce que vous avez sorti une super info et que nous on n'a pas de local à Lyon, donc sur Laurent Wauquiez on ne pourra pas y aller comme ça, mais en tout cas on ne désespère pas. Mais on a une cellule d'investigation à Radio France qui travaille sur ces sujets-là. Et que effectivement le premier enjeu, pardon de le répéter, mais c'est la séparation des faits et des opinions. Nous, le service public, mais comme vous à Médiacité, comme Jean, on fait pas d'opinion en fait. Moi, ça m'intéresse pas. On donne la parole à tout le monde. Parfois, c'est pas des paroles qui moi en tant que citoyen me conviennent. Mais là, je suis journaliste, donc ma casquette de citoyen, je la mets de côté, et puis je m'intéresse de nouveau à ces faits. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, juste après, excuse-moi, c'est pour répondre. Tu as raison, Mathieu. Le combat, c'est le combat du bon journalisme, et il ne s'agit pas de nous opposer les uns les autres. Parfois, mon discours, il est un peu trop offensif parce que j'y crois profondément, et je suis parfois déçu par le faible nombre d'enquêtes dans Ici, par exemple, ou dans France 3, par rapport aux moyens, et je les compare aux faibles moyens de Médiacité. Et je vois la disparité, et ça m'énerve. Donc du coup, j'ai ce côté offensif, mais le combat, c'est le combat pour du bon journalisme et du journalisme indépendant, et donc je suis entièrement d'accord avec toi. Je le redis juste, parce que la question des moyens, là aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup avec vos impôts, vous vous rendez compte quand même, ces gens-là, ce qu'ils font... Alors, les missions d'ici sont beaucoup plus vastes, plus étendues que celles réclamées à Médiacité. C'est-à-dire, encore une fois, moi je rêverais de pouvoir lancer des enquêtes, mais quand je dis 443 journalistes répartis dans 44 locales, le calcul vous l'avez très vite fait. Déjà on a une rédaction réseau, il y a des gens qui font d'autres choses, donc en moyenne on est nous sur des locales où il y a 7 journalistes. Ils sont 7 journalistes dans une locale. Ces journalistes, ils doivent faire tous les jours des reportages, du web, du numérique, tenir des matinales. Donc en fait, le temps long, c'est pas notre mission première. Notre mission première, c'est l'actu locale du quotidien, c'est l'équivalent de ce que peut faire un journal de PQR. Et je regrette, j'adorais, mais c'est pour ça que je dis, moi je vous envie et je souhaite même que vous vous développiez. Je trouve ça super que vous puissiez le faire. Là où nous, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas le faire de la même manière que vous. Encore une fois, je le redis, ça n'empêche pas de sortir des infos, de sortir des enquêtes. On en a sorti quelques-unes. On a eu par exemple le témoignage du policier qui est à l'origine du procès du viol des viols de Mazan, qui a témoigné en exclusivité chez nous. On a pu sortir des infos. Donc des fois, on y arrive, mais on n'est pas dimensionné pour ça. Et je pense aussi, encore une fois, je comprends que tu dises 443 journalistes, le budget de Radio France, c'est quand même compliqué de pas... Mais on fait plein d'autres choses,
Mathieu parlait Alors du... attends, je te coupe Élise. Il y a Morgane dans le chat qui dit, parce que je pense que ça fait un peu le lien et le lion, c'est je me méfie clairement davantage des médias d'aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Les médias dont je considère qu'ils font un boulot sérieux se font rares, et encore plus dans les médias mainstream. Élise. Moi, ce que je voulais rajouter peut-être par rapport à ce que Mathieu disait effectivement et le temps long, parce que vous avez un devoir d'information qui est très important et dont vous pouvez pas vous départir, mais je pense que la proximité, pour revenir un petit peu sur ce qu'on évoquait, le fait que la méfiance, elle se crée aussi avec la distance, la proximité, elle se crée aussi dans les sujets qui sont traités. Et quand on regarde dans le baromètre de la Croix, qui a aujourd'hui 2 sujets majeurs que les Français estiment, enfin ils disent aujourd'hui, ça n'a pas été suffisamment traité, c'est le sujet de la santé mentale et c'est les débats sur la fin de vie. Qu'est-ce que ça dit ça en fait ? Je pense que la santé mentale ou la fin de vie, c'est des choses qui de près ou de loin peuvent toucher n'importe qui. On peut être confronté à ces sujets-là, que ce soit dans nos cercles familiaux, professionnels, etc. Je crois que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les gens ont le besoin et que la méfiance, elle va disparaître ou en tout cas reculer à partir du moment où on va pouvoir traiter des sujets pas forcément sur le temps long, mais en tout cas traiter des initiatives qui vont à l'encontre de sujets qui peuvent concerner à peu près tout le monde et dont les gens ont envie qu'on parle vraiment. Et il faut aussi qu'on réfléchisse à de quoi les gens ont réellement envie qu'on parle. Jean, je te vois acquiescer. Non, je suis complètement d'accord. Bof. J'ai écouté nos discussions tout en me disant que en fait, il y a une méfiance qui augmente et en fait, je suis inquiet pour l'avenir. Je suis inquiet pour l'avenir parce que le périmètre politique est inquiétant, parce que les attaques contre les médias sont inquiétantes, parce que les attaques contre les médias publics et le service public de l'information sont extrêmement inquiétantes pour nous toutes et tous, pour notre démocratie. Et en fait, je ne sais pas dans quel monde on va aller demain. Ce que je sais, c'est que ça ne pourra pas être un beau monde si on n'a pas une information de qualité et si on n'a pas des citoyens qui font confiance à leurs journalistes. Et ça demande aussi un effort de travail du côté peut-être des citoyens, de faire le tri dans les informations qu'ils reçoivent, de ne pas se laisser piéger par les facilités des algorithmes des réseaux sociaux, d'avoir un débat politique de qualité, notamment à l'occasion par exemple d'une élection présidentielle. On a besoin et on a le droit à un débat public politique de qualité dans ce pays. Ça passe par des médias, mais ça passe aussi par un travail citoyen. Et on l'a dit tout à l'heure, le travail de transparence des médias est un travail que je pense très important, parce que ça fait partie de cette honnêteté, de cette sincérité. Je pense que les gens ont soif de savoir comment sont faits nos médias, comment travaillent les journalistes. On le voit d'ailleurs quand on en parle sur les réseaux sociaux, des vidéos YouTube qui en parlent font d'assez bons scores parce que les gens sont curieux. Et en fait, à défaut de réconcilier tout le monde avec tout le monde, ça a juste le mérite de montrer que le travail il est fait par des gens sincères qui essayent de bien bosser. Ensuite, on en pense qu'on en pense du travail. Mais au moins, bon, d'accord, ok, ils ont essayé de bien faire leur taf. Et ça, une fois qu'on leur a accordé ça, on peut reconnaître que on a quand même une information de qualité qui est faite par des gens qui ont envie de faire de l'information de qualité au service du public. Donc voilà, je crois beaucoup à ce travail de sincérité. J'essaye de le faire aussi pour moi. J'essaye de parler à mon public de ma manière de travailler, Je suis en train de produire un making-of sur l'émission Backseat pour que les gens voient comment on fait cette émission politique hebdomadaire. Et je crois beaucoup à cette éducation aux médias-là, l'éducation aux médias par le dialogue, par le travail de sincérité, par le travail de transparence. Oui, parce qu'il y a l'enjeu de proximité dont on parlait, l'enjeu de transparence dont tu parles, et derrière, en fait, il y a un peu le fil rouge de l'innovation éditoriale, et c'est-à-dire d'imaginer aussi d'autres manières de fabriquer l'information qui montrent, qui associent, et qui ne soient pas forcément toujours dans une logique de débat ou de rencontre, mais aussi d'écoute de ce qui se passe dans la société. Il y a 2 exemples internationaux je trouve moi assez passionnants. Il y a en 2012, la BBC avait lancé un programme qui s'appelait The Listening Project. Et l'enjeu était d'écouter des conversations des citoyens pour raconter après comment eux voyaient les changements de société et les grandes mutations du moment. Ou la télé publique suédoise, la SVT, qui avait à un moment lancé, je crois que c'était en 2018, un grand programme d'envoyer l'ensemble des journalistes des rédactions, mais aussi des fonctions support ou finalement de toutes les maisons de la radio, aller prendre un café avec les gens, aller prendre un café pour discuter avec eux, les écouter discuter entre eux aussi, voir quelles étaient les humeurs, les tendances qui bougeaient dans la société. Et moi je crois beaucoup aussi à ces innovations éditoriales-là, comme le journalisme de solution, ou ces formats-là qui perdurent, qui s'installent et qui retissent du lien. Le journalisme de solution. Non, mais effectivement, c'est un courant qui est hyper intéressant et c'est de dire, alors je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que dans vos rédacs vous arrivez aussi peut-être à le mettre en place, mais c'est de dire on n'est
pas non plus là tout le temps pour donner des mauvaises nouvelles. Il faut qu'on les traite évidemment parce qu'on n'a pas le choix. Mais en revanche, on peut aussi essayer de faire en sorte que le journalisme soit un relais et une courroie de transmission de ce qui se passe et de ce qui se passe de positif. Et ça pour le coup, nous on a regardé un peu les différents exemples en France, effectivement, ce qui se fait. Il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui de Nice Matin. Alors ça commence à dater un peu, c'était en 2014, mais au moment où le journal et la rédac se retrouvent en redressement judiciaire parce qu'ils sont dans une situation économique extrêmement complexe, ils comprennent que leur lectorat en fait s'est détourné un petit peu de leur sujet, ils n'arrivent plus à capter exactement ce dont les gens ont envie de parler. Ils réfléchissent et ils se disent en fait peut-être qu'on s'est trop éloigné de ce que les gens du quotidien des gens en fait, et Mathieu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais justement on a aussi une capacité à être plus rassuré par de l'info qui se passe autour de chez nous parce qu'on peut la vérifier plus facilement. Et à partir du moment où ils ont un peu changé leur ligne éditoriale, réajusté sans tomber dans une rédaction complètement naïve qui ne raconte que des choses positives et que le monde va très bien, c'est pas vers ça qu'il faut tendre non plus, mais en tout cas ils ont réussi à récupérer une partie de leur lectorat et ils ont réussi à reconquérir aussi d'autres territoires sur lesquels ils n'arrivaient plus à forcément se positionner. Ça, on est trouvé pour dire que c'était pas tant qu'il y avait trop de mauvaises nouvelles, mais qu'il y avait trop de nouvelles tout court. Trop d'informations, c'est un problème. L'info-obésité, c'est Pas de fatigue informationnelle, c'est-à-dire trop d'informations tout le temps. La fatigue a un peu baissé dans le baromètre, mais il y a un biais puisque l'année dernière était très particulière. L'info-obésité, le trop d'informations, c'est une chose. L'autre chose, c'est ce que vient de dire Élise, c'est-à-dire les sujets concernants déjà. Est-ce que on voit bien dans le sondage Lacroix que, par exemple, il y a des sortes de sujets qui écrasent, qui fatiguent à force de revenir dans l'agenda médiatique. L'incarcération de Nicolas Sarkozy, le vol des bijoux du Louvre, ce sont les deux items qui reviennent comme ceux qui ont été trop traités par les médias. Il y a des sortes de tsunamis médiatiques qui fatiguent. Donc il faut du pluralisme. Il faut vraiment du pluralisme, varier profondément les sujets. Et pour ça, il faut du pluralisme en type d'éditeur de presse. Parce qu'en fonction de vos caractéristiques, ici sera différent de Médiacité, sera différent de CNews, sera différent d'autres médias. C'est-à-dire en fonction de votre statut public-privé, en fonction de vos sources de revenus, en fonction de votre modèle économique, l'abonnement, la publicité, etc., etc. Deuxième point important, c'est que je reviens sur le journalisme de solution. Journalisme de solution, en fait, ce qui transparaît, le mot est terrible parce que solution, il n'y a pas de solution magique. Donc peut-être qu'il faut requalifier en journalisme constructif ou en journalisme de réponse. Mais en fait, les gens, ils sont un peu encombrés de l'information puisqu'ils ne savent pas comment agir. Or, il y a 4 besoins quand on s'informe. Le besoin de connaître, le besoin de comprendre, le besoin de ressentir des choses et aussi le besoin d'agir. Et ce dernier levier, il est fondamental, et c'est ça que le journalisme de solution ou de réponse peut apporter. Donc moi, je plaide aussi, et d'ailleurs Médiacité, même si notre centre notre positionnement, c'est l'investigation locale, donc plutôt de la révélation et plutôt voir ce qui dysfonctionne, on a créé une rubrique d'investigation de solutions pour essayer que les gens ne meurent pas désespérés, quoi. Je trouve ça super, le journalisme de solution. Encore une fois, il faut qu'il y ait des médias qui existent, qui puissent le porter, le défendre. Ça ne veut pas dire qu'on s'interdit par ailleurs ces sujets-là, au contraire, et on en fait. Moi, je pense que c'est aussi, mais vous le savez, pour travailler, on est tous de ce métier-là, c'est un équilibre aussi, les sujets qu'on traite. Moi, je ne crois pas trop à la fatigue informationnelle. Enfin, pardon, je vais me reprendre. C'est un sentiment qui existe puisqu'il est mesuré. Non, mais je ne crois pas qu'on l'interprète de la bonne manière. C'est-à-dire que je pense que ce que les gens déplorent ou ce dont les gens se plaignent, c'est ce qu'on disait, c'est l'infobésité, c'est le fait de passer d'un sujet à l'autre en permanence très très vite. Hop, on l'oublie, on ne revient pas forcément dessus. À l'inverse, on s'intéresse parfois très très longtemps sur des sujets terriblement anxiogènes. Enfin, c'est des questions d'équilibre. Je pense qu'une des solutions, c'est surtout la diversité. Moi, je reviens à ça, mais la diversité, c'est vraiment ce qui va permettre aux gens de s'y retrouver aussi. La diversité, ça passe par l'info nationale, internationale, mais aussi du local. Ça passe par plein d'infos locales qui peuvent être différentes. Ça passe, moi, il y a un média que j'aime bien. Alors, je fais gaffe parce que je pense qu'il y a un peu d'idéal là-dedans, mais sur Instagram, qui s'appelle le Média Positif, par exemple, que je trouve assez cool parce qu'il raconte toujours des histoires très sympas qui sont des bonnes nouvelles pour le coup, ça cartonne.
c'est intéressant, ça ne veut pas dire que demain je vais demander à mes rédactions de faire ça. Et que mes rédactions, en l'occurrence, le réseau ici, eux, ils sont capables. Un des papiers qui a été les plus lus pendant les fêtes, par exemple, c'est une histoire qui est géniale de quelqu'un qui avait oublié ses cadeaux de Noël dans le train et qu'il y a eu un élan de solidarité pour retrouver la personne. Et les cadeaux ont pu être remis à la fin des fêtes. Alors malheureusement, c'était pas sous le sapin, mais grâce à la radio notamment et au site et à d'autres médias locaux, on a retrouvé la personne. C'est un des papiers les plus lus. Donc ça dit aussi effectivement que les gens, à un moment, ça les intéresse. Il ne faut pas se fier uniquement à tout ça. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est, et je rebondis sur ce que disait Jean, parce que ça me semble très intéressant, éducation aux médias, les citoyens. Alors, il y a un côté un peu descendant quand on dit éducation aux médias, comme si on allait éduquer. C'est pas ça, l'éducation aux médias. C'est d'essayer de sensibiliser les gens aujourd'hui. Ça passe par les plus jeunes. Il y en a beaucoup aujourd'hui à Médias en Scène qui sont venus aussi là-dessus. Ça passe aussi par des enseignants, ça passe par nos citoyens de façon générale, d'expliquer ce qu'on fait, de démystifier un petit peu ce que fait le journaliste aujourd'hui. Parce qu'en fait, et notamment parce que beaucoup attaquent en permanence ce métier-là, on est vu comme des gens qui agissent en microcosme, sans transparence par rapport à nos sources, comment on le fait, comment on équilibre, etc. Ça, il s'agit de l'expliquer. Les missions du service public, par exemple, ça c'est informer, divertir, cultiver. Il y a éduquer aussi dedans, mais on le gomme en général parce que c'est mal interprété. Informer, divertir, cultiver, ça fait partie de nos missions. L'éducation aux médias, elle est importante aussi parce qu'à l'heure où on est attaqué, je reviens encore là-dessus, mais ça me semble important. Je vais vous donner 2 exemples. Là, en l'espace d'une semaine, dans le réseau ici, j'ai un journaliste qui a été cyberharcelé parce qu'il a eu le malheur de dénoncer des chants homophobes dans un stade de foot, du côté d'ici Nord. Vague de cyberharcèlement, on a dû déposer une main courante. 2 jours plus tard, j'ai un journaliste qui est agressé en marge d'une manifestation des agriculteurs, qui se fait traiter, pardonnez-moi de le dire comme ça, de sale gauchias, et avec nos impôts, c'est ça votre métier, je ne vais pas te répondre. Pourquoi ça m'interpelle et pourquoi ça m'inquiète énormément, et je rejoins totalement Jean là-dessus, je suis très inquiet moi sur l'avenir et notamment à l'approche d'échéances électorales très importantes, c'est que ces discours-là, c'est ceux qu'on entend beaucoup dans la bouche de gens qui critiquent en permanence, pas que le service public, parce que ce qu'ils critiquent, c'est les médias démocratiques en fait, en gros. Pardon, c'est les médias qui font des faits. C'est ça qui déplaît quand on est un média d'opinion. C'est les médias qui, eux, font des faits, ils font pas d'opinion, parce qu'en fait, ça dessert, ça permet de mettre la lumière, y compris sur parfois des errances et des fausses informations qui peuvent être portées par ces médias-là. Donc on nous attaque, et moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que ce discours-là, quand on voit qu'il y a certaines chaînes, je ne vais pas dire d'information, mais d'opinion, qui sont devenus numéro 1 dans leur domaine, ce discours-là, il infuse en fait. Et quand moi j'ai un journaliste qui est pris au callback, qui se fait balancer du fumier sur la tête, et qu'il entend les propos qui sont tenus en permanence sur certains plateaux de télévision ou sur certaines antennes de radio, je trouve ça profondément inquiétant. Et je pense que collectivement, services publics, médias privés, etc., tous ceux qui défendent ces valeurs-là, on gagnerait aussi à un moment à se dire ensemble, stop, en fait, ça suffit. Donc moi, le stop, il est tout simple, c'est on va porter plainte en permanence. En permanence. Cette même rédaction, c'était ici Touraine, et je les salue s'ils nous écoutent, quelques semaines avant, il y a une source, enfin pas une source d'ailleurs, un interlocuteur, ils ont dénoncé quelqu'un qui refusait de participer à la campagne des Restos du Cœur, un boucher du coin. Il les a appelés, il leur a dit je vais faire un nouveau Charlie Hebdo. Enfin vous vous rendez compte quand même où on en est aujourd'hui. Donc il n'y a plus de digue, il n'y a plus de... Comme on entend que partout on peut insulter, y compris d'ailleurs parfois sur les réseaux sociaux, on se sent le droit aujourd'hui de le faire sur les articles. Enfin je sais pas où vous en êtes vous les uns et les autres sur les commentaires d'articles. Pardon, je monopolise pas la parole et je m'arrête après. Un autre exemple, il y a un sujet de PQR pour parler de proximité, qui est un sujet qui marche toujours très bien, c'est les premiers bébés de l'année. Vous voyez, les premiers bébés de l'année, il est né dans la clinique, etc. Nous, moi j'ai constaté il y a une semaine que dans les locales, où il y en a plein qui ont fait ce sujet-là, dès que le premier bébé de l'année avait un prénom à consonance étrangère, maghrébine essentiellement, ou que la photo était un petit bébé qui était noir ou le teint basané, on a eu des avalanches de commentaires racistes, injurieux, etc. etc. Ça, c'est un problème aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je crois à ce service de proximité, mais quand derrière, aujourd'hui, on se sent libre de tout et n'importe quoi sous prétexte d'eux, je pense, et je le redis, qu'il y a un vrai sentiment d'urgence, on doit se mobiliser ensemble pour défendre un certain nombre de valeurs. Voilà. C'est des comportements d'audience qu'on ne retrouve pas vraiment sur Twitch ? Non, non, parce que sur Twitch, en fait, tu peux déminer très rapidement. Sur Twitch, tu es en interaction permanente avec le chat, et c'est beaucoup le comportement du streamer ou de la streameuse qui va faire la qualité des interactions avec le chat. Si tu es dans l'opposition, dans la provocation, tu peux effectivement rentrer dans un moment un peu difficile. C'est des choses qui peuvent arriver, mais si tu installes une ambiance beaucoup plus complice, beaucoup plus sympa et beaucoup plus bon enfant, en fait, tu ouvres la porte, tu installes les conditions qui permettent une discussion sincère, quitte à avoir des désaccords, mais au moins on explique des positions, et puis c'est pas le bout du monde si on n'est pas d'accord. Ce sera ni la première ni la dernière fois qu'on a des désaccords sur Internet. Je reviens sur la question de l'éducation aux médias. Je suis d'accord, l'éducation aux médias, ça porte très mal son nom. Va falloir qu'on invente un truc mieux un jour, parce qu'en fait, l'éducation aux médias... C'est pas très joli ce mot éduqué, en fait. Ouais, enfin si, mais bref. Parce qu'en fait, l'éducation aux médias aujourd'hui, c'est principalement l'éducation au numérique.
En fait, on enseigne Internet. Au collège, je veux rendre hommage aux enseignants au collège et au lycée qui ont cette difficile tâche et ô combien nécessaire en démocratie d'expliquer à des adolescents c'est quoi un algorithme, comment ça marche, comment marche le contenu, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça, etc. C'est une mission de service public en l'occurrence qui est aussi à destination d'un public beaucoup plus adulte. Les personnes parfois âgées sont elles aussi larguées avec les nouveautés sur Internet, avec la rapidité, avec TikTok, avec Instagram, etc. Les théories du complot, c'est pas un truc de jeune. Spécifiquement en tout cas. Donc, le travail d'éducation aux médias est un travail permanent, est un travail qu'il faut faire tout le temps et qu'il faut faire aussi par l'exemple, par la pratique, par la mise à disposition de la connaissance, par la transparence. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire parce que quand on fait ce travail d'éducation aux médias, on fait un travail d'éducation à la citoyenneté, on fait un travail de prévention pour la santé mentale, on fait un travail de prévention contre les violences sexuelles et sexistes en ligne, le cyberharcèlement, on fait tout ce travail-là. C'est énorme ce qu'on peut faire avec simplement de l'éducation aux médias. Donc, faisons de l'éducation aux médias, faisons-en une grande cause, j'en sais rien. Je sais que l'éducation nationale est engagée dans cette direction-là. Pour 1 milliard de raisons, de moyens de formation, c'est un peu difficile sur le terrain. Mais encore une fois, il y a des initiatives qui existent, il y a des choses qui se passent, notamment sur Internet, et qui permettent d'aller dans cette direction-là. Mais en face, le rouleau compresseur, il est violent, il est riche, il a des moyens, il a de l'influence. Et il ne veut pas particulièrement qu'on fasse de l'éducation aux médias. Parce que les narratifs, ça marche bien politiquement. On aime bien les narratifs. On n'aime pas les journalistes comme Jacques qui font des enquêtes, qui font de la subtilité, c'est chiant. Faut se rendre compte aussi qu'on se bat contre des mastodontes et que on ne peut pas taper toute la journée sur le service public, sur les enseignants, sur l'éducation nationale. Et il y a un moment, il va juste falloir qu'on fasse corps en tant que démocratie, en tant que république, pour défendre aussi ça. On n'aime pas les journalistes d'investigation. Une petite anecdote, c'est la saison des vœux en ce moment, donc j'étais à Lille lundi soir et je discute avec un élu local qui me dit gentiment, mais il me dit quand même assez sèchement, non, je me suis désabonné parce que en fait, vous êtes trop ici Paris, quoi. Vous êtes en gros trop dans le populisme. C'est pas nous, l'autre ici. Non, l'autre ici Paris. Non, c'est pas ici tout court, Oui, c'est ici Paris. Donc c'est un monsieur Paris. assez âgé, donc il a des références anciennes puisque ici Paris n'a plus l'éclat qu'il a pu avoir. Donc c'est vrai qu'on n'est pas aimé. C'est vrai que les politiques aussi commencent, enfin de plus en plus, ne nous répondent plus. Les entreprises, je n'en parle même pas parce que c'est archi-verrouillé avec des services de presse et de relations publiques qui sont beaucoup plus puissants que les journalistes. Donc le combat est difficile. Mais le combat est nécessaire et tout à l'heure je rappelais que parmi les doléances, parmi les envies du public mesurées par le sondage de la Croix, il y avait l'audace. Donc on va continuer. Et c'est vrai que nous, quand les portes se ferment, on rentre par la fenêtre. On a ça dans le sang. Voilà. C'est un style de journalisme, il est nécessaire. C'est pas uniquement ça qu'il faut faire. Il y a du reportage, il y a des portraits, etc. Mais il y a aussi de l'investigation. Donc on va continuer envers et contre tout. Sur l'éducation aux médias, en fait, il faut éveiller l'esprit critique. Donc c'est peut-être un nouveau nom à imposer, mais c'est l'esprit critique. Il n'y a pas de journalisme pur. Il y a toujours quelqu'un derrière un article. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre au public. C'est fini le temps où, quand c'était dans le journal, c'est que c'était vrai. Maintenant, quand c'est dans le journal, c'est suspicieux. Donc on est passé du tout au tout. Il faut trouver l'entre-deux et expliquer la fabrique de l'information. Qui est derrière? Pourquoi le sujet est sorti? Et tout ça, il faut l'exposer au public. Certaines personnes croient qu'on peut acheter des articles. Mais ils sont foncièrement convaincus, d'ailleurs ils ne sont même pas choqués à l'idée qu'on achète un article pour avoir sa présence dans le journal. Il y a encore des gens qui raisonnent comme ça. Hein. Donc la déontologie, le rappel des règles est d'autant plus nécessaire qu'on doit se battre dans un univers de contenu qui n'a rien à voir avec le journalisme. Parce qu'une chose est de défendre le journalisme, mais une autre est de comprendre qu'on se fait de plus en plus invisibiliser et court-circuiter par des gens qui sont des producteurs de contenu qui n'ont rien à voir avec le journalisme, qui sont des influenceurs, qui fonctionnent avec d'autres modèles économiques. Certains font du bon boulot, d'autres du moins bon boulot. Et demain, on sera d'autant plus invisibilisé avec l'IA. Parce que, et ça transparaît déjà dans le sondage La Croix, vous avez notamment parmi les plus jeunes
une proportion, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais non négligeable de gens qui s'informent en interrogeant leur assistant vocal. Qu'est-ce qui s'est passé d'important aujourd'hui ? Donc à terme, on n'aura même plus besoin d'acheter des journaux ou de s'abonner à des sites. Donc ça, bon, c'est l'objet de la table ronde d'après, mais ça c'est fondamental. Donc il faut juste garder à l'esprit que défendre le journalisme c'est bien, mais aussi dézoomer et voir qu'on est dans un univers où le journalisme pèse peanuts par rapport à des producteurs d'infos qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Je vais devoir vous quitter parce que je vais intervenir à une table ronde. J'ai l'impression d'avoir doomé tout le monde avec mon truc apocalyptique là, sur l'avenir du futur de demain. Je voudrais remettre un petit peu de la joie dans tout ça et de la perspective en disant qu'il y a des gens qui se battent. Il y a des journalistes talentueux qui inventent des formats. Il y a des rédacs qui réfléchissent, qui se creusent la tête, qui essaient de trouver des manières de faire. Il y a de l'innovation. On est sur Twitch et pourtant on est France Info. Moi, j'ai participé aux premières discussions il y a quelques années. On n'y était pas encore. Ça existe. Abonnez-vous à la chaîne Twitch de France Info. Il y a des gens, il y a des jeunes qui sur TikTok font des formats que je trouve formidables, d'information, d'esprit critique, de réflexion, de débat, de discussion. Je me dis que l'avenir est pas tout noir. Il y a quand même des gens qui essayent de se battre. Et ici, à Média en scène, on a peut-être la fine fleur de ces journalistes-là qui réfléchissent et qui se battent pour demain. Donc, on va finir par y arriver. Voilà. Merci. Jean Massier. Salut. Salut Jean. Et justement, pour remplacer Jean, voilà que Cécile Massin est arrivée. Salut Cécile, bienvenue. Merci. Vas-y, assieds-toi. Salut Cécile, bienvenue. Tu es journaliste. Tu as cofondé Rambobine, Ouais. c'est le média qui lutte contre l'obsolescence de l'information. Je te laisse t'installer Merci. tranquillement. Tout à l'heure, on parlait d'infobésité. On disait, voilà, il y a une actu en chasse l'autre, sauf pour Rambobine. Ouais, alors je vais peut-être repréciser Rambobine parce que je pense qu'autour de la table c'est pas forcément très connu. Nous on est un média qu'on a cofondé donc en 2023 avec Timothée Vinchon et Simon Glaise et l'idée de Rambobine c'est un petit peu de faire un pas de côté. Par rapport un peu au flux de l'information dont vous parliez à l'instant. Et en fait, nous, on a tout un champ d'activités que je pourrais développer, mais le gros de notre travail, c'est une newsletter qu'on sort une fois toutes les 2 semaines et où l'idée, c'est de prendre une enquête et de se demander qu'est-ce qui s'est passé depuis. Parce que c'est vrai que généralement, en fait, une info en chasse une autre et c'est très difficile de savoir quel impact une enquête peut avoir sur la société. Et nous, donc, on fait ce pas de côté et on se demande est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu bouger au niveau des lois ? Est-ce que d'un point de vue juridique, il y a pu avoir des évolutions. Est-ce que d'un point de vue citoyen, ça a suscité aussi quelque chose et donc voilà, donc c'est ce pas de côté qu'on fait pour essayer un peu de sortir justement de cette infobésité et de recréer aussi un petit peu ce lien entre journalistes et citoyens qui, vous le disiez, est quand même extrêmement distendu et qui, je pense, en tant que journaliste, pose évidemment question. Pourquoi c'est distendu de ton point de vue ? Je pense qu'il y a tout un tas de raisons. C'est la méfiance que vous évoquez à l'instant, la question des fake news, la difficulté à savoir comment travaillent les journalistes. Je pense que tout ça participe à cet écart qui se creuse et que nous, notre postulat de départ, c'est de dire si on arrive à montrer que parfois le journalisme a un impact réel sur la société et qui joue son rôle de contre-pouvoir, alors ça peut aussi être une façon de resserrer ce lien. Tu parles d'impact, tout à l'heure on parlait de polarisation. Est-ce que parfois la polarisation ne vient pas de nous, médias, et certainement parfois malgré nous ? Je ne suis pas sûre qu'elles viennent uniquement des médias, mais par rapport à ce qu'on évoquait, et ça résonne avec ce que tu dis, mais sur le rôle des médias en fait, et qu'est-ce qu'on attendait aussi. Je crois qu'il faut rappeler quelque chose aussi, c'est que les médias ont un rôle hyper important aujourd'hui dans ce qu'on appelle la fabrique des démocrates, et à quel point est-ce que les citoyens demain sont armés pour réfléchir en fait en pleine conscience et réfléchir aux enjeux qui sont ceux de demain et qui sont quand même très importants. On observe quelque chose dans le rapport dans lequel on a signé avec Dorian qui est très intéressant. Dans l'enquête qui est faite par les relocalisateurs, on observe qu'en fait dans les zones de France où il y a le plus de consommation de médias locaux, c'est là où les gens votent le plus, c'est là où les gens sont le plus attachés aux valeurs démocratiques, et c'est là aussi où les gens s'engagent le plus dans ce qu'on appelle la vie civique. Donc ça peut être des assos, donc tout ça pour rappeler qu'effectivement il y a remontrer que le journalisme peut être aussi quelque chose un petit peu plus sur le temps long et qu'on peut réfléchir, et que ces espaces de réflexion ils permettent aussi de créer demain des démocrates. Oui, parce que l'enjeu, c'est d'éviter ce qu'on peut appeler le syndrome de la guerre des autres, c'est-à-dire de regarder
paysage médiatique que comme un enjeu économique ou presque corporatiste, à se dire combien de lecteurs, combien d'auditeurs, combien... Et ça, c'est une tension que vous avez qui est inhérente à votre métier, mais la guerre sous-marine qui est menée, c'est en fait la tension entre autocratie et démocratie, si on doit le résumer simplement. Dans un monde où, à l'international, les démocraties reculent, où il y a une autocratisation des régimes politiques comme jamais on ne l'a connu dans l'histoire de l'humanité, et où, à l'échelle locale, et c'est pour ça que le rapport dans lequel on a co-signé s'appelle Désert médiatique, c'est de montrer qu'à mesure que les déserts médiatiques avancent, c'est la démocratie qui recule ou qui s'affaiblit, et que derrière, il y a des organisations, d'autres personnes, vous les avez évoquées, qui ont des agendas d'affaiblissement des institutions démocratiques et même de cohésion sociale. Non, je partage totalement et non, mais je réfléchissais à tout ça parce que le principe aussi de cette émission est de se rencontrer, on se connaît pas, faut le dire. Enfin, vous étiez venu, pas vous d'ailleurs, Dorian ou Élise, mais on avait reçu je ne sais plus qui de la Fondation pour parler de cette enquête que vous aviez fait, que je trouvais passionnante dans Ma France sur l'émission de la mi-journée avec Wendy Bouchard. Moi, je trouve ça, comment dire, j'ai un vrai sujet par rapport à comment faire demain par rapport à tout ça. Mais vraiment, je vous jure que ça m'obsède parce que je me dis, alors, moi, de mon point de vue de médias de service public, et notamment de proximité, c'est-à-dire cet enjeu qui est le nôtre, nous, comme vous le savez, les audiences radio ont paru hier ou avant-hier, et on n'est pas spécialement en forme, nous, sur les audiences radio. Je parle du réseau ici, c'est-à-dire que on a changé de nom, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, mais on n'est pas... Et quand on est faible et quand on est sujet d'attaque, je reviens à ça, évidemment que quand il y a des arbitrages budgétaires dans un contexte budgétaire qui lui-même est très compliqué pour le service public, pour tous les services publics d'ailleurs, on essaye désespérément de voter un budget à l'Assemblée nationale, il peut y avoir cette tentation parfois chez certains de se dire ils servent pas à grand chose parce que mine de rien en termes d'audience ils n'ont pas beaucoup d'auditeurs. Alors je rappelle déjà qu'on en a quand même plus de 2 millions quotidiennement qui écoutent les antennes locales, on a battu un record de fréquentation sur notre site, on était à 70 millions de visites le mois dernier, donc c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent chercher cette info locale, ce qui veut dire quelque chose encore une fois. Après, je pense qu'effectivement, il y a un sujet de transparence. On a beaucoup employé ce mot tout à l'heure, au fur et à mesure, notamment avec Jean, avant que tu n'arrives, de transparence. Alors nous, on a adopté un truc qui est... je crois que c'est toi qui disais ça tout à l'heure, qu'il faut dire quand on se trompe. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le temps avant où une information en chassait l'autre, tu as un démenti, une info, un démenti, 2 infos. Non, on se trompe, il faut l'afficher, il faut dire pourquoi on s'est trompé, ce sur quoi on s'est trompé. Ça, on le fait d'ailleurs à Radio France, de façon générale. C'est le cas de France Info, Ludo le sait, c'est le cas du réseau ici. On a une charte aussi de certification de l'info, c'est-à-dire qu'on explique aux gens, elle est mise en ligne, comme ça les rassure. Vous avez vu d'ailleurs que Radio France, ça fait notamment suite à toujours à ces mêmes attaques, mais on a décidé de publier un baromètre du pluralisme pour montrer que contrairement à ce que d'aucuns peuvent raconter en permanence, on reçoit plein de gens divers et variés, qu'on n'est pas du tout orienté idéologiquement, contrairement encore une fois à ceux qui peuvent parfois nous attaquer, et que tout ça, je pense que c'est des process qu'on peut essayer de partager tous ensemble. Et je voudrais redire, parce que je te rejoins totalement sur les déserts médiatiques, et moi ce qui m'inquiète encore plus dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on voit effectivement que là où il recule, enfin là où il y a moins de médias, la démocratie recule systématiquement, et c'est ce que tu disais aussi Élise, c'est qu'on le voit là où il y a des médias locaux qui soient divers, pluralistes, au contraire la démocratie progresse, il y a des gens qui s'engagent et ça c'est quand même terriblement vertueux. Moi je suis inquiet par rapport à l'IA. Alors je déborde un peu du sujet qui va être le sujet de tout à l'heure, mais je suis inquiet de ça parce que en fait, quand tu affaiblis ou que des médias s'affaiblissent d'eux-mêmes dans certains lieux, les médias locaux j'entends, parce que c'est eux d'abord qui sont sur le terrain. Vous avez une problématique en ce moment ici, je crois. Vous êtes parasité par des... nous, on est parasité par des médias... opérateurs... oui, et puis notamment par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est que quand les médias locaux reculent, il y a parfois... les gens qui sont ces mêmes adversaires des vrais médias locaux qui disent mais non regardez il y a des sites d'information qui se montent, ces sites d'information qui se montent, nous on a l'exemple par exemple du côté de Perpignan, de la région catalane, c'est des sites qui sont aujourd'hui faits totalement par l'intelligence artificielle, qui viennent piller nos contenus, tes contenus, les contenus des uns et des autres, mais en les modifiant. Et j'avais donné cet exemple à certains de mes rédacteurs en chef et rédactrices en chef, où il y avait un site qui donnait une information où l'IA en fait est tellement opérationnelle aujourd'hui qu'elle allait prendre des vrais noms de personnes, des vrais noms d'associations, des vrais noms de villages, et elle sortait un article avec l'association de Jean-Michel Machereau s'est mobilisée contre l'abattage des arbres de la mairie parce que c'est un scandale.
L'article, il est super. Et d'ailleurs, nous, ici à Perpignan, quand ils ont regardé le truc, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On n'en a jamais entendu parler. Il se trouve que c'est le bon nom de la personne, mais qu'elle ne s'est jamais mobilisée, que c'est le bon nom de la commune, mais il n'y a jamais eu d'abattage d'armes, et qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un article putaclic qui était destiné à semer un peu le trouble. Mais on en plaisante parce que là, le sujet ne prête pas forcément à émotion. Mais en fait, si, parce que typiquement, localement, dans un contexte d'élection municipale, quand il y a ça qui va venir donner une fausse information sur un candidat sortant ou un candidat qui se présente, tout d'un coup, ça peut bouleverser l'enjeu démocratique et notamment le score de l'un ou de l'autre des candidats. Donc moi je suis très inquiet par rapport à ça parce que comme on a une vraie difficulté face à cette intelligence artificielle et la façon de la réguler, qu'aujourd'hui il y a des gens qui s'affranchissent totalement de ces barrières. Et tu en parlais tout à l'heure notamment avec les influenceurs ou certains influenceurs qui en fait s'en foutent de faire une fausse vidéo, etc. tant que ça fait du clic parce que le clic va rapporter de l'argent et que c'est comme ça qu'ils vivent. Bon. Oui, je cherche les solutions par rapport à tout ça en me disant comment on va être capable, encore une fois je le redis collectivement, de s'organiser pour essayer, de réguler, c'est pas évident, 2, d'être moins dépendant aussi des GAFAM, parce qu'aujourd'hui, moi je m'en rends compte sur le site ici, on est beaucoup très dépendant des moteurs de recherche, etc. Les gens nous trouvent à travers ça, on n'est pas forcément des plateformes de destination. Et deuxièmement, parce que vous savez qu'il y a un grand enjeu qui arrive, c'est ce qu'on appelle le zéro clic. Alors en France, on est un peu épargné pour l'instant, mais en Allemagne, ils y sont déjà. C'est-à-dire que les gens ne tapent plus dans un moteur de recherche pour trouver une information et peuvent tomber sur un lien avec une super enquête de médiacité, mais ils vont demander à l'IA, tiens, qu'est-ce qui se passe avec Laurent Wauquiez du côté de Lyon ? Et en fait, l'IA, elle va faire un petit résumé, qui déjà, on ne sait pas qui le fait parce qu'elle va piocher plein de trucs, mais elle ne va jamais renvoyer, ou alors de façon très, très subtile, dans un petit coin, vers l'article de médiacité. Donc elle va se servir de ça, mais les gens n'iront jamais le lire sur médiacité. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Parce que du coup, il faut qu'on arrive à se transformer, nous aujourd'hui, acteurs locaux, et notamment les médias locaux, en plateforme de destination tous. C'est-à-dire que les gens se disent, je ne tape pas dans Google médiacité, je vais directement sur médiacité. Je ne tape pas dans Google, qu'est-ce qui se passe du côté d'ici Vaucluse, enfin dans le Vaucluse, je vais aller sur le site d'ici Vaucluse. Et c'est pas facile, parce qu'ils sont pas du tout, eux, dans la même logique que nous. Eux, ils n'ont pas du tout envie de nous faciliter la tâche, puisque leur même modèle économique est basé sur l'idée que c'est eux qui vont être les diffuseurs, les prestataires orientés vers ces articles-là. Donc on est, je pense, dans un... Alors Jean, s'il était là, serait pas content, parce qu'il voulait essayer de donner un peu de positivisme à tout ça, et puis je me rends compte... Il n'était pas si convaincu que ça, comme non, mais... dedans. Non, mais en fait, je pense très honnêtement qu'on est à un moment de bascule assez inédit dans notre profession. Dans le monde médiatique qui est le nôtre aujourd'hui, mais vraiment, c'est beaucoup plus vertigineux que celui qu'on a connu avec l'arrivée du web. Vraiment beaucoup plus vertigineux. J'avais, il y a quelques années, j'étais à Interception, l'émission de reportage de France Inter, j'avais fait un reportage sur l'intelligence artificielle au tout début, vous voyez, au moment où on commence à parler de ChatGPT. Je me souviens, j'étais allé voir un chercheur à l'INRIA, qui est donc un chercheur français très connu. L'INRIA, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment un institut de recherche national qui bosse sur ces sujets qu'il ne connaît pas. Et c'était il y a 4 ans, il m'avait dit, dans 5 ans, vous ne reconnaîtrez pas le monde dans lequel vous vivez. Par rapport à l'intelligence artificielle. Il nous reste encore un an. Même déjà maintenant, en fait, je suis obligé de dire que je ne reconnais pas le monde dans lequel je vis parce qu'on lui a confié les clés à cette intelligence artificielle. Donc il faut faire attention à plein de trucs. Mais je le redis, il ne faudrait pas qu'elle remplace notamment les journalistes locaux. Parce que les journalistes locaux, je le redis, c'est ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qui sont capables de sortir des infos, de faire des enquêtes, d'être au contact des gens, de rétablir aussi ce lien social, c'est-à-dire d'échanger. Moi, j'ai commencé en PQR dans un journal qui s'appelait Les Dernières Nouvelles d'Alsace, qui existe toujours. Quand on était dans une agence dans un petit village, les gens, ils toquaient à la porte le samedi en disant Qu'est-ce que vous avez écrit hier ? Qu'est-ce que vous avez écrit hier ? C'est pas bon. Et à l'inverse, le lendemain, ils arrivaient avec des chouquettes ou des pains au chocolat parce que ah putain, c'est super, on est content de vous voir. Et ce lien-là, aujourd'hui, il faut surtout pas le perdre, surtout pas. Il y a des médias comme le tien qui y participent, il me semble. L'intelligence artificielle, c'est une concurrente qui est redoutable parce qu'elle va très très vite. La vitesse, c'est pas forcément le temps d'investigation, notamment. Exactement, et nous, c'est vrai que chez Rambobine, on a pris ce parti pris du temps long, et déjà, par la force des choses, comme on revient sur des enquêtes qui sont parues 1 an auparavant, on n'est pas dans ce temps court. Par la force des choses, on ne peut pas l'être, et l'idée, c'était vraiment de se dire, ça a du sens pour recréer ce lien un peu flottant, perdu dont on parlait, de se demander ce qui se passe après l'apparition d'une enquête. On l'a fait notamment avec plusieurs enquêtes de médiacité, je pense notamment à une enquête de Mathieu Slis sur les vols au sein de l'hôpital public. Et nous, ça nous paraît important de dire à un moment, il y a des enquêtes qui paraissent, soit elles ont de la visibilité à un moment et c'est important de revenir parce qu'elles font partie du paysage médiatique, soit au contraire, elles sont un petit peu passées en dessous des radars et en fait, montrer que il y a des choses qui avancent. Par exemple, sur cette enquête des vols à l'hôpital public, il y avait quand même eu un engouement citoyen assez important derrière. Et nous, c'est aussi des façons de montrer que des fois, il y a du lien qui se recrée, que c'est
c'est une façon de le faire. Et en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, de ne pas tomber dans une espèce de naïveté en disant une enquête sort, le monde change. Je veux dire, nous, l'idée de Rambobine, c'est absolument pas ça. C'est de dire, parfois, il y a des impacts. Ils peuvent être difficiles à arriver, mais ils arrivent et c'est important de les souligner. Et ils arrivent, la question qu'on soulève derrière, c'est de se dire, ils arrivent déjà parce que une enquête sort, mais qu'il faut aussi un consortium d'acteurs pour que ça puisse bouger et que les journalistes ne sont pas tout seuls dans cette question de recréer du lien avec la société, dans cette question de faire que les choses bougent, qu'il faut des fois qu'il y ait des ONG qui montent au créneau, qu'il faut parfois qu'il y ait des médias qui s'allient ensemble. Nous, on l'a beaucoup vu avec des enquêtes qui marchent très bien, aussi parce qu'il y a des alliances à l'échelle européenne, voire internationale, de gens qui se saisissent d'un sujet et qui se disent on va unir nos forces et on va pour travailler sur un sujet. Et je pense que des tables rondes comme on fait aujourd'hui, c'est déjà ça en fait, c'est déjà se mettre autour d'une table et dire le problème qu'on rencontre, c'est un problème qu'on soit en presse indépendante comme Médiacité, en service public. Nous à Rambobine on est aussi un média indé. Le problème commun, c'est de se dire on perd quand même les lecteurs, on est face à l'IA, face aux fake news, etc., et de se dire il va falloir aussi se serrer les coudes pour trouver des façons de recréer ce lien. Ouais. Il y a plein. On va positiver, parce que le sujet est grave. On est là pour défendre une presse de qualité et on est là pour défendre la démocratie et la citoyenneté. Donc positivons. Le combat est dur, il n'est pas gagné, mais on va essayer de repérer quelques indices positifs. Cécile en a cité quelques-uns. Je prends Médias en scène, par exemple. Médias en scène, ça fait déjà quelques années qu'on réfléchit à la place des médias, au rôle des médias. Il y a énormément de festivals partout en France qui se lancent pour expliquer la fabrique de l'info. Ça, c'est un indice. L'innovation, Jean en parlait tout à l'heure, et Rambobine est un bon exemple. Il y a sans arrêt des journalistes et des jeunes journalistes qui se disent mais nous on va défendre le métier, si les journalistes ne le défendent pas, qui le fera? Et on va le défendre comment? En inventant quelque chose. Et Rambobine, c'est hyper précieux pour éviter cette fameuse obsolescence de l'info. Après, vous avez des initiatives comme par exemple COP Média. COP Média est une coopérative qui lève des fonds pour les flécher, pour financer les médias indépendants. Le FPL, Fonds pour la presse libre, qui a été créé dans l'orbite de Mediapart et qui d'ailleurs contrôle statutairement Mediapart, lève des fonds et maintenant des fonds par plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça commence à devenir significatif. Après, vous avez des initiatives de mutualisation. On est en fragilité, donc on mutualise les forces, on s'unit. Là, vous avez deux belles initiatives récentes, l'une portée par Basta, qui est un média indépendant, qui offre la possibilité d'un portail des médias indépendants. Ils ont recensé plus de 150 médias. Si vous connectez à la plateforme de Basta, vous pouvez voir ce que plus de 150 médias indépendants publient. Bon, après, il faut payer si c'est des médias payants. Mais en tout cas, vous êtes au courant. Donc, vous pouvez faire une veille beaucoup plus intelligente que de vous laisser manipuler par des algorithmes aux recettes absconses. Donc, vous avez La Presse Libre, qui est une plateforme d'abonnement groupé, qui pour l'instant réunit 8 médias indépendants, Arrêt sur Image, Next, Médiacité, Politis et j'en oublie, avec un prix cassé pour accéder à 8 médias indépendants en toute fluidité. Et puis vous avez des médias indépendants qui commencent à trouver leur rentabilité. Mediapart a ouvert la voie, c'est quand même une super success story, mais derrière vous avez Reporter qui fonctionne en mode de gratuité pure, uniquement par le don, qui est rentable et qui se développe. Vous avez Vers le Média qui est plus jeune mais qui se développe beaucoup. Vous avez Street Press, vous avez Médiacité, vous avez Mars Actu. Vous commencez à avoir des médias qui ont du recul, quasiment une dizaine d'années, et qui sont lucratifs ou quasiment lucratifs. Donc ça, c'est pour positiver. Et tout ça, dans quel but? Dans le but d'avoir une démocratie qui se porte correctement grâce à des citoyens informés, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans citoyens informés. Voilà. Ça, c'est la base, et c'était même dans le manifeste fondateur de Médiacité il y a 9 ans. On l'a mis, il n'y a pas de démocratie sans citoyens informés, et c'est ça notre motivation. Notre motivation, il n'y a pas d'agenda caché, quoi. On a ça dans le sang, on veut informer, et chaque enquête, chaque investigation, c'est un cadeau qu'on offre aux citoyens pour qu'ils comprennent mieux son environnement. Et ça fait pouffer Cécile Massin à mes côtés.
Non, je ne peux pas, je hoche plutôt de la tête. Je pense qu'effectivement, c'est important de rappeler un peu toutes ces forces et un peu leur multiplicité. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'éducation aux médias. Vous avez un petit peu parlé les uns les autres de l'EMI qui se fait en établissement scolaire, mais il y a aussi énormément d'éducation aux médias qui se fait hors champ scolaire et on en parle moins. Et ça, je pense que c'est vraiment un prisme hyper important. Enfin, moi, j'interviens principalement hors champ scolaire, en fait, en mission locale, en école de la seconde chance, en maison de quartier. J'étais en maison de retraite récemment. Je pense qu'il y a aussi tout un public à toucher qui n'est pas forcément le plus facile d'accès. Et c'est aussi avec ces publics-là qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. Et ce que je voulais rajouter là-dessus aussi, c'est que il y a évidemment, je pense, expliquer la façon dont on produit l'information, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui se joue dans le fait de faire avec les gens. Donc prendre le temps, par exemple, sur des ateliers, je dis ça parce que c'est mon cas, mais de prendre le temps sur des ateliers de 2, 3, 4 jours, de construire un petit podcast avec un groupe de jeunes, de construire un article, de leur montrer en fait vraiment comment ça se fabrique et de faire aux gens, et que ce soit pas simplement un peu une leçon magistrale de 2 heures en disant voilà, je suis journaliste pour tel média et je vous explique comment ça marche. Je pense que c'est vraiment un outil fondamental pour resserrer ce lien dont je parlais tout à l'heure. Et derrière, évidemment, se pose la question des financements qui sont alloués à ce type de projet. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre et on voit quand même que ça coupe un peu de partout, quoi. Donc il y a certainement aussi un combat à mener là-dessus sur aller chercher des subventions et des politiques publiques qui portent ces projets-là. Ouais. Acquiescement d'Élise Lalanne. Acquiescement total et je suis complètement en phase avec ce que dit Cécile et surtout déjà je pense qu'il faut saluer un peu le boulot et les médias indépendants justement qui s'accrochent parce que par les temps qui courent je pense que c'est pas la place la plus facile. Il y a un chiffre qui est très intéressant qui sort d'une étude qui a été réalisée par l'Institut Bonafide pour UP qui fait des coopératives qui dit qu'en fait alors sur justement expliquer et faire aux gens il y a 45% des gens qui disent aujourd'hui les médias pourraient peut-être encore mieux fonctionner si ils étaient dans un modèle coopératif. Ce qui est assez intéressant sur justement quand on questionne le modèle économique des médias qui est quand même assez challengé aujourd'hui et comment les médias indépendants peuvent résister, ça peut être une piste de solution. En tout cas, les gens disent que ça peut être intéressant. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on entend par modèle coopératif ? Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Tout le monde, je sais pas si tu veux en parler, mais tout le monde peut mettre sa petite pierre à l'édifice, que ce soit d'un point de vue économique, participatif. On essaye de faire en sorte que ce soit un grand raout de personnes. Rédaction ouverte avec du... Rédaction ouverte avec une co-construction, coproduction de l'information entre des citoyens, des citoyennes et des journalistes. En partant du principe que la production de l'info, elle doit rester professionnelle. Vous êtes des professionnels d'être formés à créer, à fabriquer l'information, mais qu'elle s'enrichit si on y ajoute des dimensions peut-être plus participatives ou délibératives. Ça me donne moi des... Je suis content, j'ai des vecteurs d'espoir là. Non mais plus sérieusement, je suis d'accord avec ça parce que nous on l'a fait là, dans le cadre des municipales, on a lancé une espèce de grande consultation avec Odoxia qui s'appelle Ma commune, mon maire et moi. Et l'idée c'était justement de dire en fait on est souvent trop verticaux et on fait des comptes rendus d'élections le jour des élections et puis après un peu avant on fait quelques reportages, on donne la parole beaucoup aux candidats. Pas beaucoup aux citoyens en général, et donc l'idée était d'inverser un peu ça. Et donc en le montant avec Odoxa, on s'était dit on verra si ça va prendre. Donc c'est un petit widget qu'on a mis en dessous de nos articles et qui change tous les mois, et on les a consultés sur des grands thèmes qui peuvent être des thèmes locaux, c'est-à-dire l'éducation, mais l'éducation pas l'éducation nationale, mais plutôt les cantines scolaires, tout ce qui est dans les prérogatives des maires. En fait, on en est à 4 consultations, on est à plus de 80 000 répondants, donc alors 80 000 par rapport au territoire français, on va se dire c'est peu, mais Odoxa qui d'habitude fait des échantillons, tu le rappelais, qui sont plutôt autour de 300, 400, 500 personnes sur Internet, là nous on est sur une consultation, on est autour de 15 000, 20 000, et donc en fait ils se rendent compte que c'est très important. Et pour moi ça montre aussi que finalement ce lien dont parfois on parle et qu'on peut considérer à juste titre comme brisé, il existe aussi et on peut parfois le rattraper. Si les gens viennent répondre et viennent s'exprimer, c'est qu'ils ont aussi besoin de parler en fait. Et ça c'est hyper important. Et l'autre truc
qui moi, et je suis ravi que tu sois ici, que d'autres soient ici, c'est que je trouve que les jeunes journalistes, et ça c'est aussi un vecteur d'espoir, qui viennent et qui sortent d'école ou qui sortent pas d'école et qui ont envie de créer des médias, ça c'est un signe positif aussi. Parce qu'il faut qu'ils s'en créent demain. Il y a Rambobine, on en a cité d'autres tout à l'heure, il y a Reporter qui est un peu plus ancien, il y a Vert qui est créé par Lou notamment et son équipe. Et ça, c'est génial parce que entreprendre, c'est pas ce qu'on apprend en école de journalisme. Parce qu'il y a une part d'entrepreneuriat là-dedans aussi, de se dire je vais lancer un média. Il faut être courageux pour lancer un média, donc bravo pour le faire. Et je terminerai avec une chose, faut jamais oublier que l'information a un coût. Et que je sais qu'on est dans un monde du tout gratuit, mais mine de rien, les gens, et c'est le cas de Médiacité, de tous les exemples que tu as donnés tout à l'heure, bah oui, il faut payer parfois pour avoir une information de qualité. Le service public, c'est pas gratuit, en fait, en vrai. Ça a été la redevance, c'était le modèle. Aujourd'hui, c'est financé sur la TVA. Bah oui, il faut bien le financer, le service public. Si tu le rapportes, Radio France, je crois que si tu rapportes ça aujourd'hui à l'année, où tu le mensualises, c'est 80 centimes pour avoir accès à tout ce que Radio France vous offre aujourd'hui. 80 centimes, c'est pas grand-chose, mais c'est parce que justement, il y a cette solidarité nationale qui fait qu'il faut aussi qu'il existe ce système-là, comme il faut qu'il en existe d'autres. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que les gens se disent toujours « Oui, mais c'est plus facile quand c'est gratuit. » Oui, mais il faut payer des journalistes pour aller sur le terrain, il faut payer des journalistes pour enquêter, il faut payer des journalistes pour pouvoir tenir un micro, une caméra, un stylo, un ordinateur. Et ça, c'est hyper important. Et ça passe par l'éducation aux médias aussi, de pouvoir leur expliquer, je le reviens là-dessus, démystifier notre métier, leur expliquer pourquoi on a une raison d'être, en fait. 69 € par an, un abonnement annuel à Médiacité, 7,90 par mois. Ça, c'est pour le prix. Donc c'est combien par jour, c'est donné. J'ai pas fait le calcul par non, mais jour. ça veut dire que ça fait... négocier des réducs. Ouais, oui, mais ça veut dire que ça fait 5 €. Ça fait moins d'un café. Non, mais à par l'heure où les gens payent Netflix, 20 balles, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est pas grand-chose. 2 mois d'abonnement à Netflix. Bien sûr. Mais oui, mais c'est rien. Sur l'idée de l'ouverture à l'auditeur ou au lecteur, 3 exemples que je trouve super intéressants qui concernent Médiacité. L'un, c'est sur les vols à l'hôpital, et que Cécile a cité tout à l'heure. Les vols à l'hôpital, c'est né d'une alerte d'une abonnée de Médiacité, une abonnée toulousaine, qui s'était fait piquer son portefeuille. Elle était sous sédatifs, enfin bref, elle se réveille et elle a plus son portefeuille, elle a plus son téléphone portable non plus. Et donc, elle nous alerte, voilà. Et moi, j'ai l'intuition qu'il y a un sujet dont on parle très peu. Et donc, on lance un appel à témoignage. Et donc, on a 6 000 abonnés, mais on a une audience bien plus forte. C'est-à-dire, il y a 150 000 personnes qui sont abonnées à l'une de nos newsletters. Donc, ça a une force de frappe. Il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Quand on lance des appels à témoignages, on a 100, 200, 300, ça peut monter à 500 retours. Il y a un gros travail de tri, mais ça nous permet de conforter notre intuition. Et on s'est dit, OK, il y a un sujet. Et ce sujet nous a conduit à publier différents articles. Et ce n'était pas forcément sur l'idée initiale. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément des gens qui s'introduisaient dans l'hôpital qui volaient. Il y en a. Mais c'était aussi des vols à l'intérieur de l'hôpital. C'était notamment des vols de matériel médical. Et parfois, des médecins étaient même concernés. Donc, c'était très touchy. Ce sujet a eu énormément de succès, a été beaucoup repris en presse nationale, un peu pillé d'ailleurs, mais c'est un autre problème. On n'est pas toujours confraternels entre nous. Deuxième idée, je vais plus vite, sur les crèches privées. Même principe. Et ça aboutit à une série d'articles, mais aussi à un livre, Le prix du berceau. Par un journaliste de Médiacité. Et dernièrement, Les Charognards, dont vous avez sans doute entendu parler, c'est sur le business des obsèques. Et c'est né d'enquête Médiacité. Donc on part d'alerte de lecteurs, on corrobore, on lance un journaliste, on fait une série d'articles, et parfois, c'est suffisamment puissant pour aboutir à un livre. Les Charognards, c'était au Seuil. Le prix du berceau, c'était également au Seuil. Et quelque part, on fait la complète. Et là, on est plus fort. Et on pèse vraiment sur l'agenda médiatique et on crée du débat sur des sujets qui viennent vraiment du terrain. Donc il y a une belle alliance et une belle preuve que si on fait du journalisme, c'est au service de son public et pas de sa gloire personnelle. Et là-dessus, je voulais juste rebondir parce que tout à l'heure, je parlais de la façon dont on pouvait un peu allier nos forces pour avoir un impact plus grand avec notamment des médias qui s'allient entre eux. Mais il y a évidemment la question aussi de l'alliance lecteur-journaliste. Et il y a un super média belge qui s'appelle Médor. Je ne sais pas si ça vous parle les uns les autres. Mais en tout cas, eux, ils font vraiment du journalisme
participatif, un peu leur cœur de métier, avec des murs de témoignages sur leur site où les gens peuvent contribuer. Et un peu comme tu disais à l'instant, en fait, ils partent d'une intuition et ensuite vraiment ils construisent leur travail autour de ce que leur renvoient leurs lecteurs. Ils ont notamment fait une super enquête comme ça sur les violences chez les scouts. Et c'est vraiment des modèles, je trouve, qui mériteraient également d'être développés dans cette envie de resserrer les lecteurs avec avec les journalistes, ouais. Chers amis, il est 12h13, passé de 34 secondes. C'est pas tout à fait le moment de nous quitter, mais en fait, quasiment. Maintenant qu'on a posé tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire dans un monde rêvé pour que les choses aillent mieux? Si je te donnais une baguette magique, Mathieu, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais Tu n'as pas de problème de moyens. Si j'avais pas de problème de moyens, alors moi, pardon, mais je vais dire, j'embaucherais plus de journalistes. Non, mais honnêtement, parce que je reviens à ça, 7 par local, on sait que c'est pas assez, qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et, j'embaucherai plus de journalistes, je ferai plus d'éducation aux médias, parce que je le redis, c'est aussi une des missions de Radio France que d'en faire, et on n'arrive malheureusement plus à en faire parce que on a moins de budget et qu'on doit opérer des choix en permanence aussi à Radio France. Et ça, je pense vraiment que c'est quelque chose d'essentiel. Et je reviens vraiment là-dessus parce que, alors l'éducation, de façon générale d'ailleurs, qui est aussi attaquée très régulièrement, l'éducation nationale, moi je redis, c'est une vertu cardinale d'une démocratie. Construire des citoyens éclairés, j'insiste sur ce mot, c'est vraiment important dans les temps obscurs d'avoir de la lumière. Et ces citoyens éclairés, ils se construisent dans nos établissements publics d'abord. Je tiens aussi à ça, l'éducation nationale pour tous, c'est ça le principe. Pardon, mais je dis ça parce que si j'avais une baguette magique, j'arrêterais de remettre en cause ce que nous avons fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on assiste à un vrai moment de bascule partout dans le monde où on attaque ces fondamentaux. Et à l'époque, en 1945-1946, il y a un truc qui s'appelait le Conseil national de la résistance qui s'est dit, après les périodes troubles que nous avons traversées, il convient de créer des choses et de poser des grands principes qui seront des principes humanistes. Et aujourd'hui, petit à petit, les médias, on n'est qu'un exemple après tout, mais on abîme tous ces principes humanistes et il y a des gens qui les attaquent. Donc si j'avais une baguette magique, j'arrêterais déjà de faire... j'interdirais ces attaques. Il ne faut pas les interdire parce que, encore une fois, il faut qu'elles s'expriment, mais en tout cas, je ferai en sorte qu'elles ne se mettent pas en place réellement, quoi. Voilà. Merci Mathieu Mandeloni, directeur de l'information du réseau ici Ex-France Bleu. Jacques Tranceau, une baguette magique. La baguette magique me fait apparaître une montagne d'euros qui me permet de développer, qui nous permet de développer le réseau Médiacité. C'est pas énormément d'argent, 200 000. Si un auditeur qui a 200 000 euros, j'ouvre une nouvelle édition. Nous ouvrons une nouvelle édition de Médiacité dans une 5e ville de France. Alors qui serait qui pourrait être Bordeaux, Montpellier, Rennes, par exemple. Donc n'hésitez pas. Ça c'est la baguette magique. Et pourquoi parce que je pense que Médiacité c'est bon aussi pour l'émulation des journalistes. Et mon pari et notre pari à Médiacité, c'est de faire la preuve par les publications de l'utilité du journalisme indépendant, transparent et humble. Merci Jacques Tranceau, cofondateur de Médiacité, ancien rédacteur en chef à l'Express. Cécile Massin, une baguette magique. Baguette magique, je pense que je vais rejoindre mes confrères sur la question des moyens. À un moment donné, faut aussi être un petit peu réaliste, d'autant que je pense que c'est pas forcément très sûr de tout le monde, mais les journalistes indépendants, on est quand même dans une grande forme de précarité. Je pense qu'il faut quand même pas totalement l'oublier, que c'est aussi... parce qu'on est là, qu'il y a tout un tas de médias qui fonctionnent, mais que derrière nous, la sécurité qu'on a pour travailler correctement, on est beaucoup quand même à se demander un peu d'un mois sur l'autre si on va réussir à payer le loyer, pour être franche. Donc je pense que cette question des moyens pour nous permettre de travailler correctement, de faire l'éducation média sur le temps long, de monter des médias, parce que c'est vrai que nous, on a monté Rambobine à la force de nos bras, mais... juste pour recadrer, on existe depuis 2023 officiellement. On commence à se rémunérer depuis juillet 2025. Donc il y a 1 an et demi, 2 ans de boulot entièrement bénévole derrière. Et ça, je pense que c'est quand même un truc qui n'est pas très dit dans les médias, un peu quand même la précarité de ceux qui bossent derrière. Donc voilà, les moyens. Merci Cécile Massin, journaliste, cofondatrice de Rambobine. Rambobine, c'est le média qui lutte contre l'obsolescence de l'info. Élise Lalanne-Larieux, une baguette magique aussi. Baguette magique. Déjà, je pense créer des espaces et mettre en valeur les initiatives qui sont aujourd'hui pensées pour justement montrer que le journalisme peut se penser différemment et prendre d'autres formes. Première baguette magique. Et deuxième
deuxième baguette magique très rapidement. Je crois qu'il y a quelque chose qui est central, c'est de se dire que il faut qu'on Quand les gens disent très rapidement, c'est que ça va être très long. Non, c'est très très rapide. Continuer à se parler et surtout à se parler surtout quand on n'est pas d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque d'espace où le débat peut être très nourri et avec des oppositions assez frontales. Et pour autant qui ne verse pas dans l'irrespect, dans le clash, dans la fake news, recréer ces espaces-là. Et je pense qu'on tendra vers des choses plus apaisées et vers aussi un débat démocratique plus constructif. Merci Élise Lalanne-Larieux, consultante média chez Bonafide et enseignante à l'EFAP. Cher Dorian Dreuil, politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et directeur d'études de Bonafide. Une baguette magique, Dorian, qu'est-ce que tu en fais ? J'en pique une et tu as le mot de la fin. C'est une pression insoutenable. Je rebondis sur ta baguette magique, sur que je trouve intéressante sur la création d'espace. Ça me fait penser à l'initiative de La Croix, Faut qu'on parle, qui se met pas en intermédiaire entre l'information et les citoyens, mais qui se met en organisateur de rencontres et de dialogues. Et je trouve que c'est aussi une jolie innovation que d'imaginer que vous ne produisez pas forcément de l'information, mais vous permettez la réconciliation. La deuxième baguette magique, elle serait sur un mot que j'ai trouvé intéressant, qui est revenu quelquefois, c'est le mot collectif. Et c'est aussi de dire que, puisque on est les deux seuls représentants non journalistes de cette table ronde, de dire que ce n'est pas que de votre responsabilité et qu'il n'est pas que du rôle du paysage médiatique de changer, se transformer en permanence, mais qui doit être aussi aidé par finalement toutes celles et ceux qui, à un moment, qu'ils soient courts ou longs, interviennent dans l'espace public ou interviennent dans l'espace politique notamment. T'aurais pu taper sur le 12h20, 12h19, 46 J'ai pas fini. Merci, chers amis, merci à tous. Merci Ludo. Merci de nous avoir fait l'amitié de vos lumières. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, le talk de France Info est exceptionnellement en direct et en public dans l'Agora de la Maison de la Radio. Il y a un petit peu de bruit, c'est très vivant. Donc à l'occasion de Médias en scène, un événement organisé par Radio France et le groupe Le Parisien Les Échos. Médias en scène, c'est une journée pour parler de l'actu des médias, du futur des médias et des grandes questions qui agitent notamment les rédactions, mais pas que. On fait une pause de 5 minutes, chers amis, pour accueillir nos deux prochains invités. On va parler d'intelligence artificielle, de résilience, de résistance, d'opportunité. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Et il est 12h23 et 1 seconde. Merci Samuel pour le raid. Merci d'avoir patienté, chers amis. Bienvenue à tous celles et ceux qui nous rejoignent. On est ensemble jusqu'à 13h en direct et en public dans l'Agora de la Maison de la Radio et de la Musique à l'occasion de Médias en scène. Médias en scène, c'est un événement organisé par Radio France. C'est le groupe Le Parisien Les Échos. C'est une journée pour parler de l'actu des médias, de ce qui se passe dans les rédacs. Jusqu'à 13h avec deux nouveaux compères que j'ai un petit peu pressés parce que je vous êtes arrivés en masse. Je voulais pas vous décevoir. On avait prévu de se prendre un café. On prendra le café après. Mais jusqu'à 13h, on va parler de l'intelligence artificielle, de l'irruption de l'intelligence artificielle dans les médias, avec ou sans invitation, avec des enthousiasmes, des opportunités, aussi des réserves, des dangers. L'IA qui est une amie autant qu'une ennemie. Encore faut-il savoir de qui on parle, de quoi on parle, de ce qu'on veut et de ce qu'on peut. On va en parler avec vous dans le chat. Vous posez toutes vos questions. Moi, je les passe directement aux invités. Vos questions, elles terminent par un point. N'hésitez pas à être bienveillant et courtois. On est sur le service public qui est toujours gratuit, mais vous le savez. On va en parler avec vous dans le chat, mais aussi avec deux têtes que vous connaissez bien, ou peut-être moins bien dans le talk. Salut Thomas Houchon. Bonjour. Thomas, t'es spécialiste des fake news, t'es journaliste, t'es spécialiste aussi des théories complotistes. Christophe Paillet, t'es conseiller éditorial chez Arte France. Tu as co-créé Fantasia et plein d'autres trucs. C'est quoi Fantasia ? Fantasia, c'est l'émission de la création IA, donc c'est un magazine d'exploration et d'expérimentation audiovisuelle où on explore le potentiel de la création avec l'intelligence artificielle dans toutes les disciplines, le cinéma, le court-métrage, la photo, la musique, voilà. Vous étiez venus tous les deux l'année dernière, il me semble. Je ne sais plus si c'était pour parler d'IA. Alors, toi, pour parler d'IA, Christophe ? Oui. Toi, Thomas, peut-être pas. Peut-être de fake news ou... Peut-être. C'est pas impossible que j'ai parlé de fake news. Ça serait pas une immense surprise, quoi. Ça serait potentiellement une vraie information. Alors, pour préparer un peu l'émission, je me suis un peu retapé ce qu'on avait dit. Christophe, l'année dernière, tu avais une position qui n'était pas angélique, mais qui était en tout cas optimiste. Pour préparer le stream, on s'est appelé. Alors, tu ne renies pas du tout ta position d'avant, mais elle a un petit peu évolué, cependant. Ouais, c'est-à-dire que l'IA, tu considérais que l'IA était une opportunité, qu'il fallait savoir de quoi on parlait, que c'était un outil. Là, tu as fait une dérivée sur ta formule. C'est une dérivation, c'est autour d'un même thème, mais je pense toujours qu'il y a des opportunités artistiques. Mais en gros, effectivement, l'année dernière, on s'était dit il faut de l'enthousiasme face aux potentialités créatives de l'IA. Aujourd'hui, ce que je dirais, c'est qu'il faut en fait
se réapproprier l'IA dans une perspective de résistance créative et de détournement créatif. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'IA dominante, mainstream, hégémonique, telle qu'elle nous est proposée à travers les outils commerciaux qui sont ceux d'OpenAI et compagnie, font la promotion d'une certaine vision du monde qui est celui du monde de la tech, du techno-capitalisme, et donc ils drainent avec eux tout un imaginaire numérique, mais pas uniquement. Et je pense que c'est par l'art, par la création, par la narration que l'on peut se réapproprier ces discours-là en les détournant et en proposant des contre-imaginaires. Donc voilà un peu, pour le dire très vite, on va rentrer dans le détail après, comment je nuancerai mon propos par rapport à l'an dernier. Alors, avant la controverse de Thomas Huchon, Victorus dans le chat dit « France Info, apprenez les codes de Twitch, refaites l'intro, vous étiez mute. » Bon, je peux refaire l'intro. Non, je ne vais pas refaire l'intro. Bon, mais demande à une IA de faire l'intro, pas la tête. Le studio est délocalisé, mais non, personne ne sera aussi mauvais que moi, même une IA. Le studio est délocalisé exceptionnellement dans l'Agora, la maison de la radio. C'est pas le studio habituel. Voilà, c'est un studio qui a été aménagé un peu comme on a pu. Il y a des gens, il y a du bruit autour. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Donc voilà, c'est des conditions qui sont pas tout à fait normales pour nous. Et donc on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc je vais pas refaire toute l'intro. C'était simplement pour dire que l'IA était rentrée par éruption, par effraction dans nos vies, dans les rédactions, avec ou sans invitation, qu'elle avait changé nos manières de produire, nos manières de considérer l'information et nos manières certainement de s'en méfier. Et voilà. Et Christophe et Thomas l'année dernière étaient venus. Alors Thomas déjà avec beaucoup d'inquiétude et je pense que ça n'a pas changé. Christophe Payet avec un allant plus optimiste qui considérait, pardon si je te, mais qui considérait que c'était un outil au service de la création et qu'en il fallait la... Forcément, en fait, en gros, de toute façon, l'IA aujourd'hui constitue notre environnement numérique, de la même manière que l'apparition d'Internet a bouleversé l'environnement dans lequel on évolue. Et voilà, le philosophe des médias Bernard Stiegler nous dit qu'on ne peut pas s'extraire de son environnement technologique. Donc c'est aujourd'hui la donnée de base, c'est notre environnement technologique. Donc comment on deal avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Cet environnement technologique, on ne peut pas s'en extraire. En revanche, aujourd'hui, il est dominé par un certain nombre d'acteurs économiques et politiques qui, eux, portent une vision du monde que moi je qualifierais sans problème de technofasciste. Et donc, une fois qu'on a posé ça, comment on traite avec ça, puisque de toute façon on ne va pas s'extraire de cet environnement-là, il faut résister en proposant des contre-imaginaires, des contre-discours, des contre-récits, en se réappropriant ces outils. Et donc ça passe par plein de choses, ça passe par la création artistique, ça passe par la narration, le cinéma, mais ça passe aussi par une réappropriation d'autres outils, à savoir des logiciels libres en open source qui tournent en local, etc. Ça, on pourra revenir sur le détail. Ça passe en fait par une réappropriation d'abord technologique et ensuite narrative et artistique, en gros. Thomas Huchon, de quel technofascisme devons-nous avoir peur? En réalité, je crois que l'intelligence artificielle, elle nous pose un problème qui n'est pas nouveau et qui avait été assez bien synthétisé par Saint-Exupéry. L'essentiel, c'est ce qui est invisible à l'œil. Eh bien, dans les IA, ce qui est essentiel, c'est ce que nous ne pouvons pas voir. C'est la manière dont elles fonctionnent. Ce sont les données dont elles vont se nourrir pour travailler. C'est les algorithmes qui vont conditionner les réponses aux questions qu'on va leur donner. Ce sont la capacité, par exemple, à fabriquer des choses totalement fausses qui ont l'air totalement vraies. Je crois qu'en fait, on est face à quelque chose qui effectivement nous bouleverse, qui en réalité est présent depuis beaucoup plus longtemps qu'on l'imagine, parce que quand on nous dit « Ah, t'as vu l'arrivée de l'IA ?» J'ai envie de dire « Ouais, mais ça fait combien de temps que tu utilises Google Maps ?» Tous les services numériques que nous consommons depuis une quinzaine d'années sont en réalité nourris par des intelligences artificielles. Et alors, tu vois, quand on commence à critiquer les intelligences artificielles, il y a systématiquement quelqu'un qui t'empêche de parler. C'est assez surprenant. Tu vois, je faisais une conférence mardi. À chaque fois que j'ai prononcé le nom de Trump, mon micro s'est coupé. Comme quoi, le pouvoir de ces gens-là dépasse largement celui que nous pouvons imaginer. Mais je crois que le problème auquel on est confronté, le premier, c'est qu'on n'y comprend rien. Le deuxième, c'est que en fait, on peut pas vraiment comprendre ce qui se passe avec les IA parce qu'il n'y a aucune transparence sur la manière dont elles fonctionnent, parce que ces IA sont pas développées par des chercheurs ou par des services publics ou par des entreprises qui respectent nos lois. Elles sont développées par des multinationales étrangères qui, au-delà de ne pas respecter nos lois, nous expliquent que
la manière de fonctionner de ces IA, c'est la recette d'une boisson gazeuse dont nous ne pourrons jamais savoir de quoi elle est composée. Donc on a un deuxième problème qui est ça. Et le troisième problème, c'est que, en réalité, ceux qui fabriquent les IA, ils savent comment ça marche, ils savent quelles sont les données utilisées, ils ont cette transparence, ils ont cette connaissance, et donc ils ont un avantage concurrentiel sur tous ceux qui pourraient nous permettre de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Bon, quand on a dit ça, c'est pas très encourageant. Je suis moi aussi très inquiet d'un certain nombre de choses. Et en même temps, j'aime bien ce que tu dis, Christophe, à propos de cette résistance créative. Moi, je dirais qu'il faut une résistance journalistique, qu'il faut une résistance médiatique face à tout cela. Et qu'il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. C'est pas parce qu'on a des outils technologiques qui permettent de faire plein de choses extrêmement rapidement qu'il faut arrêter de garder ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce qui est invisible à l'œil. C'est aussi ce qu'il y a entre nous, les êtres humains. C'est aussi ces conversations qu'on peut avoir. C'est aussi notre capacité à penser, à comprendre le monde. On ne peut pas la laisser reposer sur des machines de manière totale. Il faut à un moment qu'on reprenne un peu le contrôle là-dessus. Ça passera probablement par de la régulation de ces entreprises. Ça passera par de l'éducation pour les citoyens. Et ça passera surtout par de la transparence. Mais il faudra leur imposer. Moi, je ne connais pas de secteur économique, de secteur d'entreprise dans l'histoire de l'humanité qui s'est régulée d'elle-même. Il faut que les citoyens l'exigent, que les politiques pour qui nous votons l'imposent, et peut-être que là, on pourra arriver à faire quelque chose. On en est très très loin, et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, je crois. Dans le chat, Provence, quand les hommes ont sorti... Oh, le chat défile. Pourquoi vous arrêtez de vous parlez beaucoup trop vite. Quand les hommes ont sorti la bande dessinée, les gens criaient au scandale. Que vont devenir les livres? Quand les hommes ont sorti la VHS, ils criaient au scandale. De la fin du cinéma, quand on a sorti le MP3, ils criaient au scandale de la fin de la musique. L'IA est un outil, il y a du bien, il y a même du très bien, et il y a effectivement du mauvais. Tout dépend de l'utilisateur. On pourra revenir à ça. Christophe, sur la régulation, est-ce que c'est pas finalement une illusion qui pourrait un petit peu nous rassurer? Est-ce qu'on peut vraiment réguler l'IA et on peut se poser la question, puisqu'elle est opérée par des acteurs qui sont très très forts, très très riches, très très puissants, et dont le projet principal est la dérégulation par ailleurs. Je te trouve extrêmement sévère. Moi, ils ont quand même vachement envie de respecter nos lois. Tu vois. D'ailleurs, ils ont des représentations dans nos pays à qui on pourrait poser des questions. Non mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, l'IA, aujourd'hui, pour moi, c'est un des terrains principaux de la bataille culturelle. C'est-à-dire que on a souvent l'impression que soit il faut être pour, soit il faut être contre. Donc il y a les techno-enthousiastes, angéliques, qui voient la technologie qui va sauver le monde et développer, permettre de faire des gains de productivité, etc. Soit on est dans un techno-scepticisme de rejet total et dire non, l'IA, c'est l'outil justement de ce techno-capitalisme, etc. Non. Encore une fois, c'est notre environnement technologique et c'est un terrain de bataille culturelle. Et aujourd'hui, les principaux acteurs et promoteurs des principaux outils, effectivement, sont des acteurs qui ont un agenda économique et politique, et notamment sur cette question de la dérégulation et voire dans le combat de civilisation vis-à-vis de ce que nous, en Europe, on peut incarner, représenter, de démocratie, de régulation, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'IA, c'est l'un des endroits principaux où cette bataille, elle doit se mener. Et donc elle doit se mener forcément en essayant, à travers nous, notre petit modèle démocratique vieillissant et fébrile, de mettre en place des normes, de la régulation, etc. Mais je pense qu'elle doit aussi se mener de façon beaucoup plus interstitielle, de façon beaucoup plus en essayant de se loger dans les marges, encore une fois, dans la réappropriation, dans le détournement de ces outils, dans le développement d'outils alternatifs. Aujourd'hui, il y a une des principales boîtes qui fait la promotion des outils open source, qui a été fondée par des Français. Comment son nom m'échappe. Astérix, c'est ça. Non, Astérix, c'est les Gaulois. Non, mais, qui fait aujourd'hui la promotion d'outils qui sont des outils libres, open source, qui justement pose le sujet que Thomas évoquait comme l'un des principaux problèmes de l'IA, c'est cette question de la transparence, de l'opacité.
Effectivement, l'un des principaux problèmes, et je suis totalement d'accord là-dessus, c'est opacité totale sur la constitution des modèles, la fabrication en fait des algorithmes, des modèles. Comment sont-ils fabriqués? Parce que ça en soi, ça draine des valeurs, des imaginaires, et ça a une conséquence sur les résultats de ces IA génératives, mais aussi les jeux de données et l'entraînement de ces données dans les modèles. Tout ça, c'est totalement opaque. Aujourd'hui, il y a des alternatives avec des solutions libres, open source, qui tournent en local, donc qui sont aussi beaucoup moins énergivores. Et ça, il faut en faire la promotion, il faut les utiliser, il faut éduquer à ça. Donc ça va passer aussi par de l'éducation, ça va passer par la réappropriation citoyenne. Je crois qu'on a totalement raté quelque chose au moment du début d'Internet et du numérique. Il y avait cette utopie libriste dans les années 80, Richard Stallman, il y a eu l'utopie libriste, il y a eu l'utopie des hackers. Sur Internet, cette bataille, elle a été perdue, clairement. Aujourd'hui... Elle a été en partie perdue. En partie perdue, en tout cas, ce qui était une utopie, l'Internet des débuts qui était une utopie horizontale, démocratique, etc. Aujourd'hui, on voit clairement qu'on n'est pas là-dedans et que l'Internet, notamment des chaînes sociales, est au service, et notamment avec le bateau Amiral X, ex-Twitter, est au service plutôt de cette guerre culturelle. Cette bataille culturelle, aujourd'hui, elle s'est déplacée. La bataille d'Internet a été majoritairement perdue. Sur l'IA, il faut la mener de front, et il faut la mener sur tous les terrains, celui de la réglementation, mais aussi par la réappropriation des outils et des narratifs. Ben, c'est marrant, tu parles de bataille culturelle. Tu parles de bataille culturelle. Moi, je voudrais encore une fois citer un penseur un peu plus ancien, Antonio Gramsci. Totalement. Antonio Gramsci, évidemment. C'est celui qui avait théorisé le fait que pour gagner les batailles politiques, il fallait au préalable gagner les batailles culturelles. Qu'en réalité, c'est sur le champ de la bataille culturelle que se font les victoires ou les défaites politiques de demain. Je crois que ce truc-là, en fait, c'est le drame de Gramsci, c'était un penseur communiste, et il n'a été écouté que par des gens d'extrême droite ou aujourd'hui par les technofascistes que tu mentionnais tout à l'heure. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu à essayer de penser la technologie et de penser l'outil avant de penser l'usage. En réalité, on a plutôt essayé de rentrer dans la technologie par l'usage, par l'utilisation, et on n'a pas cherché à comprendre comment ça fonctionnait. On s'est dit, mais attends, c'est génial, il suffit que je tape un truc sur mon ordinateur à l'époque, sur mon téléphone maintenant, même que je le dicte à un appareil numérique aujourd'hui, pour l'avoir en quelques secondes, quelques minutes, parfois livré le lendemain et tout. Et on ne s'est pas demandé ce que ça impliquait tout ça. On ne s'est pas demandé si finalement... il fallait se poser la question, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il faut le faire? Et est-ce qu'on doit le faire? Et il y a un truc qui nous saute un peu au visage aujourd'hui, au-delà des gens de RFI qui sont en train de parasiter notre interview. Non mais de beugler littéralement. Voilà. Ça convient pas. Mais du coup, je crois qu'on a un vrai enjeu à comprendre tout ça. Parce que tant qu'on ne le comprend pas, eh bien en fait, on ne peut pas prendre de décision. Moi, j'ai un peu l'impression que face à ces phénomènes, on est dans une forme de piège. On est dans un piège, on nous demande de penser à un problème sans nous donner les éléments qui permettent de formuler l'équation. Et comme on ne peut pas avoir les éléments qui formulent l'équation, on essaie de penser par bribes, par notre expérience, par notre intuition. Ça peut marcher, ça a marché à certains moments, mais je crois que ça nous pète un peu au visage. Et si on prend le cas, par exemple, de l'information, de la qualité de l'information, on est face à un énorme problème. Parce que si on ne comprend pas comment se fabrique l'information, on ne peut pas lutter contre la désinformation. Si on prend le cas des modèles d'IA qui vont aujourd'hui être non plus utilisés uniquement pour nous rendre des services, mais on le voit bien, il y a tout un tas de gens qui aujourd'hui s'informent avec ChatGPT, avec tous les autres modèles. Alors, elle est juste derrière Shinlabé de NewsGuard. Ils ont fait une étude merveilleuse qui, en 2024 et en 2025, a mesuré le pourcentage de réponses fausses dans les 9 principaux modèles d'IA utilisés aujourd'hui sur la planète. Il y avait 40% de réponses fausses ou de réponses qui contenaient des choses fausses en 2024. J'ai très peur de me tromper sur les chiffres. Elle est juste derrière. Si quelqu'un me bondit pour nous dire qu'on dit des bêtises, ça sera elle. En 2025, on est passé à plus de 50%. Ce qui veut dire que
ces outils qui seraient normalement supposément magiques et merveilleux et capables de vérifier les choses et d'éviter les pièges, eh bien en réalité, d'une année sur l'autre, ils ont perdu en qualité dans leurs réponses. Je crois que ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose que, à un moment, il faut peut-être qu'on se pose un tout petit peu, qu'on arrête de vouloir aller tout le temps très très vite et qu'on se dise, il faut aussi que ces choses-là se passent à un rythme humain. Il n'y a pas que de la technologie. Il y a aussi un moment où les informations, même si elles arrivent très vite sur nos smartphones, il faut que notre cerveau puisse les digérer. Il faut qu'on puisse les penser. Il faut qu'on puisse les vérifier. Vérifier une info, ça prend 7 fois plus... Enfin, détecter une fake news, ça prend 7 fois plus de temps que de détecter une vraie info. Je crois qu'il est grand temps qu'on comprenne tout ça et que sans dire non à l'intelligence artificielle, sans dire non à la technologie, ce qui serait une aberration dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, eh bien qu'à un moment, on dise que oui, il y a de la technologie, mais il y a aussi des humains qui ont le droit d'exiger un certain nombre de choses, d'imposer un certain nombre de choses et surtout de décider un certain nombre de choses. On parle tout le temps de liberté sur les réseaux sociaux, de la liberté d'expression. Moi, je crois que la liberté d'expression n'a aucune valeur s'il n'y a pas de libre arbitre. Et il faut qu'on retrouve le libre arbitre, parce que c'est le libre arbitre qui va nous permettre de comprendre ces outils, d'en faire quelque chose d'utile, d'efficace, d'intéressant, d'important. Là, aujourd'hui, on est en train de se faire écrouler à la fois par des multinationales qui ont décidé de décider à notre place, par des hommes politiques. On parle des États-Unis, on parle de la Russie, on peut parler de l'Argentine. Quand on voit Javier Milei, le président argentin, qui est en train de déforester la Patagonie afin de construire les plus gros centres de data pour les intelligences artificielles, à quel moment les Argentins ont leur mot à dire sur ces sujets-là? À quel moment on demande l'avis des citoyens? Moi, je veux bien que la technologie existe et qu'elle soit utile, mais à un moment, il faut quand même que ça soit les humains qui décident. On ne peut pas laisser les machines décider à notre place, et surtout, on ne peut pas laisser les machines décider de ce que les humains vont savoir pour prendre leurs décisions. Mais Thomas, ce sont des vœux, des vœux louables, mais un petit peu pieux. Enfin, on sait qu'il y a une accélération. Ouais, mais c'est le début de l'année, tu sais, c'est aussi les bonnes résolutions. Il faut qu'on vivement 2024, on pourrait dire ça. On est face à des opérateurs qui sont très très forts, et qui ont visiblement pas l'intention ni de décélérer, ni d'engager moins de moyens. Non, et puis en plus, c'est très juste ce que tu dis sur et sur le temps, tu parlais du temps, récupérer son libre arbitre. On est en accélération. Il faut affirmer son libre arbitre, c'est ce que tu disais, et je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que même une majorité de citoyens et de citoyennes aujourd'hui ont presque volontairement abandonné leur libre arbitre face à l'illusion d'un confort qui nous est offert. Et le fait d'avoir ChatGPT dans le téléphone, c'est l'illusion d'un confort. Parce qu'effectivement, tac, je le mets en vocal, tac, je lui fais écrire mon mail, ok. Donc ça, c'est ce qui nous est vendu et qui fait qu'on va lâcher sur le libre arbitre parce que finalement, on va préférer le confort à la liberté. Parce que la liberté, elle est coûteuse, elle demande un effort. Il faut aller comprendre effectivement comment la machine, elle fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment la machine, elle fonctionne. Si elle fonctionne comme ça, c'est parce qu'en fait, derrière, il y a d'autres humains qui ont décidé qu'elle fonctionnerait comme ça. Et donc, en fait, tout ça, c'est coûteux en termes d'efforts, de temps, d'énergie, de se renseigner, de s'éduquer, etc. Donc moi, je pense que le libre arbitre, on l'a malheureusement volontairement abandonné et on s'est mis dans une forme de servitude volontaire. Et c'est là que j'appelle à une forme de résistance. C'est dire qu'il faut abandonner cette servitude volontaire et faire l'effort d'aller ouvrir cette boîte noire, de mettre le nez dedans et de dire « Ok, ChatGPT, pourquoi c'est pas un moteur de recherche qui va me donner des informations ?» Parce qu'en fait, c'est juste un modèle statistique, probabiliste. Et en fait, d'essayer de faire cet effort-là, de comprendre que ce qui a l'air confortable, en fait, est une illusion qui nous est vendue. C'est marrant, tu vois, tu dis ça nous est vendu. Mais en réalité, non, ça nous est pas vendu. Ça nous est prétendument offert. Sauf que c'est pas offert, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, on sait tous que le produit, c'est nous. Donc je crois qu'il y a une escroquerie, en fait, sur les services numériques. Il y a une escroquerie profonde qui est que quand on nous donne de l'information gratuitement, eh bien en réalité, elle est payée par autre chose. Elle est payée par l'utilisation de nos données personnelles, par l'absorption de nos intimes et la projection comportementale qui en est faite. C'est la grande chercheuse Shoshana Zuboff qui parle de l'ère du capitalisme de surveillance, quand elle parle de l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
elle dit qu'en fait, c'est le péché originel de la Silicon Valley. Si on avait su au départ comment ils allaient gagner de l'argent, on ne les aurait jamais laissés faire. Bien oui, elle a raison. En réalité, nous ne savions pas comment tout ça fonctionnait. Je veux donner un exemple aux gens qui nous écoutent sur un truc qu'on a tous fait. On l'a tous fait des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de fois. Et en fait, on a bossé gratuitement pour les GAFA sans s'en rendre compte. Le CAPTCHA. Vous savez, quand on vous demandait d'accéder à un site internet, on vous demandait d'abord de reconnaître des chiffres ou des lettres. Ensuite, on vous a demandé de reconnaître des photos. Et bien, à chaque fois que vous avez répondu à ce truc-là, vous avez travaillé gratuitement pour une intelligence artificielle qui a amélioré la capacité qu'elle avait à détecter les lettres, détecter les photos. Et donc, en réalité, on est devenu... C'est ce que dit Shoshana Zuboff. Nous sommes revenus à l'âge de l'Empire romain, mais nous ne sommes pas les citoyens de Rome. Nous sommes les esclaves. Et je crois qu'il y a un truc dans lequel on s'est fait arnaquer, en fait. Il y a une arnaque très très importante et très profonde de tous ces systèmes d'information aujourd'hui, de consommation, de serviciels, dans lequel, eh bien, il y a une espèce d'écran de fumée. Et on est tous tombés dans le piège. Je crois qu'il est grand temps qu'on ouvre les yeux, qu'on enlève la fumée et qu'on arrête, s'il vous plaît, de bosser gratuitement pour des multinationales qui ne payent pas d'impôts, ne respectent pas les lois dans nos pays. Il y a un moment, il faut dire stop. Et c'est plus possible. Et j'irai même plus loin. Je me permets de te couper. Est-ce que dans le chat, ça râle? Oui. Aujourd'hui, on n'interagit pas beaucoup avec le chat, les amis. Ah, bah oui. On va parler au chat. Parce que déjà, on n'entend rien. Il y a vraiment beaucoup de bruit autour de nous. Oui. Donc, j'ai une personne à ma gauche, une personne à ma droite, j'ai vous à l'écran, et j'ai deux personnes en face qui me parlent en même temps, et j'ai qu'un seul cerveau, en fait. Donc, si vous Ce n'est pas une IA. Je ne suis pas C'est un vrai Ludo. C'est un vrai Ludo. Donc il est faillible. Et le vrai Ludo est faillible. Il n'a que deux oreilles, il n'a que deux yeux. Donc j'aurais plaisir à poser vos questions aux invités si vous me signalez qu'il y a une question. Après, je ne peux pas réagir à tout ce que vous dites tout le temps aujourd'hui. Là, pendant 2 heures, aujourd'hui, c'est pas possible. Christophe. Non, je vous prie de m'en excuser. Et c'était pas notre intention. Christophe. J'allais juste rebondir pour compléter ce que disait Thomas sur le fait que nous sommes des esclaves par ce système qui est une grosse arnaque. Ce que disait Shoshana Zuboff, je ne veux pas non plus m'attribuer les propos d'une chercheuse. Tu vois, un homme qui s'approprie les propos d'une femme. Encore une fois, c'est dégueulasse. On arrête ces trucs-là. C'est Shoshana. Non, mais en tout cas, j'irais même plus loin. C'est que ce système est en fait juste le prolongement du système impérialiste et colonialiste, puisqu'il est basé sur l'extraction de la donnée, du travail, des ressources naturelles. Et en fait, effectivement, nous sommes des esclaves de ce système-là. On a offert nos données. Aujourd'hui, on a ouvert nos cerveaux, notre inconscient collectif, individuel, notre intimité, qui est exploitée à des fins commerciales, capitalistes. Voilà. Il y a aujourd'hui même... Ça, c'est nous, nous sommes d'une certaine manière des travailleurs du clic, on remplit la captcha, etc. Mais aujourd'hui, il y a un vrai prolétariat du clic qui entraîne ces IA. Aujourd'hui, au Bangladesh, en Inde, au Kenya, à Madagascar, aujourd'hui, il y a des gens qui sont sous-payés à la mission et qui entraînent les IA pour leur apprendre à répondre, à faire des réponses probables, et qui même, sur ce qu'on appelle l'alignement des IA, c'est-à-dire leur censure, faire en sorte qu'elles vont pas dire des trucs violents, racistes, trash, etc. Ils les entraînent. Et comment ils les entraînent ? En justement leur montrant des choses extrêmement trash. Et aujourd'hui, il y a un prolétariat du clic qui a des traumas extrêmement graves. Nous, dans Fantasia, on va diffuser bientôt un documentaire sur ce sujet-là au Kenya, qui a été tourné au Kenya. Il y a des gens qui sont obligés de discuter avec ChatGPT et de leur raconter comment on peut dépecer et violer un enfant. Et ils vont devoir avoir cette conversation-là avec ChatGPT pour l'entraîner à ne pas répondre. Et ça, c'est extrêmement grave, on se rend absolument pas compte de ça. Quelle bonne idée, tu vois, d'avoir une machine qui te permet de savoir tout ça. C'est vraiment génial, vraiment c'est merveilleux. Ce monde de la technologie nous surprendra toujours par sa bienveillance et son respect de nos valeurs humanistes, tu vois, c'est quand même un truc absolument dingue. Mais oui, mais c'est le début de l'année, donc on va quand même avoir des bonnes résolutions et des bonnes volontés. Non, moi je trouve qu'il y a un exemple récent dont on parle pas suffisamment. Encore une fois, sur la question de l'information et de comment ces IA vont nous informer aujourd'hui et demain. En gros, il y a une négociation entre les principaux modèles d'IA et les grandes entreprises qui font de l'IA et les journaux pour essayer de récupérer leurs informations et de négocier comment est-ce qu'elles peuvent utiliser les articles dans leur base de données pour les entraîner. Il y a ce qui s'est passé en France où les IA ont mis en concurrence tous les médias en disant je vais payer le plus cher à celui qui me donnera le plus de trucs.
Il y a un journal qui a accepté. Je ne trouve pas que ça soit la meilleure décision qu'il ait prise dans sa stratégie, ni éditoriale, ni politique ou financière. Et puis il y a ce qui se passe au Danemark. Au Danemark, tous les médias, quelle que soit leur couleur, se sont réunis dans une association pour négocier avec les GAFA sur les questions d'IA. Et du coup, si les GAFA veulent pénétrer le marché danois, elles sont obligées de négocier non pas avec un média, mais avec tous les médias. Ça fait en sorte que les médias qui se sont réunis là-dedans peuvent imposer un certain nombre de choses et décider d'un certain nombre de choses. En tout cas, elles peuvent essayer d'établir l'acceptable et l'inacceptable, et que dans cette manière d'établir l'acceptable et l'inacceptable, ils se retrouvent non pas écrasés par des multinationales qui ont des pouvoirs qui dépassent très 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 largement ceux de certains États, il faut quand même le dire, ils ont la capacité à faire front. Je crois qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Mais ça, c'est aussi une question humaine. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que les humains se parlent et se disent, tiens, face à ce truc-là, comment je fais ? Est-ce que je peux, moi, tout seul, arriver à faire face à une multinationale avec mon petit média ? Non, en réalité, c'est pas possible. Même les plus grands médias français ne peuvent pas être de taille face à un Facebook, face à un Meta, face à un X, face à un OpenAI. Donc, il va falloir, à un moment, qu'on comprenne que l'intérêt des êtres humains, c'est aussi de se coordonner entre êtres humains pour faire face à ces multinationales, à leur ambition carnivore, je dirais, même énergivore, mais carnivore par rapport à nos données, à nos informations. Et n'oublions pas un truc quand même. Il y a un moment, moi ça me fatigue en permanence ce truc-là, mais attends, il ne faut pas toucher aux réseaux sociaux, on en a besoin. Non, ils ont beaucoup plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Il y a un moment, ils se nourrissent de nous. Et ils nous font croire que c'est gratuit. En réalité, ça nous coûte un fric dingue parce qu'on nous vole notre intimité. Et il ne faut pas se tromper. La liberté, on en a parlé tout à l'heure, c'est fondamental. Mais ce qui fait que nous sommes des citoyens libres, c'est le droit à la vie privée. C'est le droit à l'intime. Si aujourd'hui, il existe ces machines qui sont capables non seulement d'aspirer la totalité de nos vies privées, mais surtout d'en faire une forme de projection comportementale, est-ce que nous sommes encore des citoyens libres ? Eh bien, je ne suis pas sûr. Il ne faut jamais oublier ce que disait Alfred Savy. Bien informés, ils seront des citoyens. Mal informés, ils redeviendront des sujets. Moi, j'ai pas envie d'être un sujet. J'ai pas envie d'être le sujet. J'ai envie d'être un citoyen et d'être entouré de citoyens avec qui on va pouvoir discuter et débattre de ces sujets. Parce que ce que nous avons à perdre dépasse très très largement le risque que nous prenons à en discuter ensemble. Donc, il faut en parler. C'est pour ça que c'est génial d'avoir des moments comme aujourd'hui pour en parler. Il faut que les citoyens s'emparent de ces sujets, qu'ils posent des questions. Et s'il vous plaît, ces questions, ne les posez pas à ChatGPT. Et pour ne pas devenir des sujets, il faudrait investir les interstices, Christophe. Oui, parce qu'en fait, je suis totalement d'accord avec ce que dit Thomas. En fait, on est dans une guerre qui est asymétrique aujourd'hui, totalement asymétrique. Donc, en fait, si on emploie des méthodes classiques du combat et de la bataille culturelle, on a perdu d'avance, que ce soit à titre individuel. C'est de l'argent essentiellement. Voilà, non mais on a perdu d'avance. Donc effectivement, il y a le niveau macro où il faut que les médias s'allient, il faut que les gouvernements européens prennent des mesures d'encadrement, etc. Mais au niveau individuel, ce que je disais sur le détournement créatif, la réappropriation, c'est ça, pour moi, aller dans des espaces, des interstices, c'est-à-dire que, puisque c'est asymétrique, il faut aller... Ouais, qu'est-ce qui nous reste comme espace ? De toute façon, on ne peut pas lutter contre la machine, mais cette machine, elle a des failles. On peut se mettre dans ces failles-là. En se réappropriant les outils, on comprend comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que, par exemple, quand un artiste va utiliser des logiciels de reconnaissance faciale en intelligence artificielle pour créer une œuvre d'art qui va vous reconnaître en tant que public, etc. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser l'arme de l'ennemi, l'outil, s'infiltrer dans ces interstices en le détournant, cet outil, pour nous en révéler, en fait, les dessous, pour nous en révéler le fonctionnement. Et pour moi, c'est ça qui est hyper intéressant en termes justement de narratif, de création, c'est de se réapproprier ces outils-là pour non pas produire là de la fake news, voilà, quelque chose qui essaie de se faire passer pour le réel, mais pour produire de la fiction qui permet de nous dévoiler les ressorts de la production de ces fausses informations, les ressorts de la production, du fonctionnement de ChatGPT, de Midjourney, etc.
Et donc en fait, pour moi c'est ça, cette infiltration interstitielle, ce détournement créatif, c'est de dire bon, de toute façon, on a des géants qui sont là, qui nous ont imposé des outils qui aujourd'hui pénètrent notre intimité. Il faut faire prendre conscience de ce qu'ils nous font en jouant avec, en les manipulant, et c'est comme ça qu'on en dévoile les dessous, les ressorts, et qu'on se les réapproprie et qu'on comprend en fait, voilà, si j'utilise ChatGPT bêtement en lui posant toutes les questions qui me passent par la tête, je comprends rien, juste je me fais illusionner. Si je commence à jouer avec, si j'essaie de le pousser dans ses retranchements, là je vais comprendre comment il fonctionne parce que je vais le voir halluciner, je vais le voir, voilà, je vais comprendre ce que c'est qu'en fait... qu'une logique, qu'un fonctionnement statistique, je vais commencer à mettre les mains dans le cambouis en fait, et c'est là où je reviens sur ce truc finalement de réhabiliter un peu une figure qui est malheureusement désuète aujourd'hui, et notamment qui a été totalement qui est rendue désuète par la fiction, le cinéma et tout, c'est la figure du hacker. Ça date quand on dit ça, waouh, ça fait old school, mais en fait c'est 1997. Ouais, non mais c'est ça. Mais en fait c'était quoi le hacker? C'est se réapproprier les outils, les détourner. Et aujourd'hui on peut faire ça aussi avec l'IA, en allant utiliser, comme je disais, des outils open source, mais aussi les outils dominants. Il y a aujourd'hui des gens qui font du jailbreaking. C'est quoi? C'est aller casser la règle qui a été établie par exemple Midjourney, qui ne veut pas faire représenter telle ou telle image. C'est rentrer dans le code en faisant par exemple du prompt engineering, et en envoyant dans le prompt en fait des consignes qui vont aller faire casser le fonctionnement du logiciel. Mais en fait c'est à ça que j'appelle aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois il faut de la régulation, et en même temps il faut rentrer dans cette bataille à la fois frontale et de détournement vraiment créatif. Est-ce que tu as des questions du chat peut-être avant que les gens nous avant que ça gueule tous Il y avait la question tout à l'heure finalement que t'as pas posé, que t'as lu mais que t'as pas posé, sur est-ce que le fait que finalement à chaque fois qu'il y a un nouvel outil technologique on panique, et effectivement quand de toute façon le numérique est arrivé, on a dit la musique assistée par ordinateur c'est pas de la musique. Quand la photographie est arrivée, on a dit oui, c'est moins bien que la peinture, etc. Moi ce que je trouve intéressant, c'est il y a une philosophe qui s'appelle Anna Lombert qui cite Platon, qui dit Anna Lombert qu'on salue, qui devait venir mais qui n'a pas pu venir, qu'on invite, qui a sorti un super livre qui s'appelle de la bêtise artificielle. Et qu'est-ce qu'a dit Anna Lombert? Elle dit que en fait l'IA, comme toutes les technologies, c'est ce que Platon appelle le pharmacone. Le pharmacone, c'est à la fois le remède et le poison. En fait. Et c'est tout à la fois, c'est le remède et le poison. Et une technologie est forcément à la fois le remède et le poison. Et donc oui, l'IA va nous aider à écrire plus vite, et en même temps en faisant ça, elle va nous faire désapprendre notre capacité d'écriture. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous faire croire que ce n'est que le remède, c'est nous illusionner, et ça c'est le projet des GAFAM. Nous faire croire que ce n'est que le poison, c'est abandonner, et c'est du coup devenir un sujet. Et donc moi je dis, si on a compris que c'est ni le remède ni le poison, et c'est à la fois le remède et le poison, il faut s'en emparer pour comprendre comment fonctionne ce poison-là. Comprendre, c'est essentiel. Je pense qu'il y a un truc en fait, en France, on parle très mal l'anglais. Et on s'est déjà fait avoir sur l'histoire des fake news. Si on essaie de traduire fake news en français, on va dire fausse information. En réalité, les fausses informations n'ont rien à voir avec les fake news. Parce que si on traduisait en anglais fausse information, on dirait false, wrong news. Quelle est la différence? La fake news, elle est intentionnelle. La fausse information, c'est une erreur. Alors, je suis d'accord avec vous. Quand il y a une fausse info, une fake news qui circule, il y a des mensonges et c'est la galère. Mais ne faisons pas cette erreur de traduction sur l'intelligence artificielle. Artificial intelligence en anglais, est-ce que ça doit se traduire par intelligence artificielle? On prend un exemple, la CIA, Central Intelligence Agency. Est-ce que c'est l'agence centrale de l'intelligence? Non, c'est l'agence centrale du renseignement. Ces IA ne sont pas intelligentes, elles font du renseignement. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper. Si on comprend que ce sont des machines à chercher et pas des machines à penser, c'est plus du tout la même histoire. Et du coup, si tu dis que ChatGPT, ça ressemble plus à la CIA qu'à Platon, tu vas peut-être te comporter différemment. C'est un peu comme l'histoire de dire, tiens, est-ce que je m'informe de la même manière dans un grand média professionnel qui doit rendre des comptes par rapport à ce qu'il diffuse, encore que un certain nombre d'entre eux ont décidé de rendre un peu moins de comptes que les autres. Si tu nous écoutes, Pascal, pardon, excuse-moi, mais je suis obligé. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper sur l'enjeu qui est face à nous.
Si on veut être capable de penser le monde de demain, eh bien, il ne faut pas laisser cette capacité de penser à d'autres, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, il faut qu'on se réapproprie tout ça. Moi, je suis d'accord avec toi, mon cher Christophe, sur le fait qu'il faut utiliser pour comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai créé un truc un peu bizarre, qui est un compte sur Instagram dans lequel un faux moi fabrique des vidéos contre les fake news, un avatar fabriqué en intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que en comprenant comment on fabrique des deepfakes, donc ces vidéos qui ont l'air d'être absolument vraies et qui font dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui, si tu comprends comment ça fonctionne, si tu l'utilises toi-même, tu sais détecter quand on te propose une vidéo qui est fake. Et je crois que c'est important qu'on ait une forme d'acculturation, d'éducation sur ces sujets-là. Alors là, il faut bien entendu parler des plus jeunes parce qu'il faut à l'école faire tout ça. Mais le problème, c'est pas que ton petit cousin qui pense que la Terre est plate, c'est aussi Tata Conspi et Tonton Antivax. Et on l'a vu là, très récemment, Médiamétrie a publié une étude dans laquelle on a un chiffre, moi, qui m'a terrifié. Il y a plus de 250 sites internet en France aujourd'hui qui copient en intelligence artificielle des médias traditionnels. Je ne parle pas des 750 sites fabriqués par les Russes afin de nous manipuler sur les municipales. Là, ce sont des sites qui sont fabriqués en IA, qui copient les grands médias professionnels et qui vont faire du clickbait, donc du putaclic, pour arriver à gagner de l'argent. Et ces sites-là, ils sont consultés en moyenne chaque mois par 14 à 16 millions de Français. Et là-dedans, il y a 75% des gens qui ont plus de 50 ans. Donc l'enjeu sur la compréhension et la déconstruction, à la fois des contenus fabriqués en IA et des mensonges qui circulent dans l'espace public, elle n'est pas qu'une histoire de jeunes, elle n'est pas qu'une histoire de gamins. Il faut aussi les laisser un peu tranquilles, les gamins. Il faut arrêter de leur mettre le poids du monde sur les épaules en permanence. En réalité, ils sont vachement plus capables que les adultes de détecter les trucs en IA. Et donc, il faut aussi s'attaquer aux adultes. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils méritent eux aussi d'être formés sur ces sujets. Et la deuxième, c'est que contrairement aux moins de 18 ans, ils votent. Et n'oubliez pas ce que disaient les guignols de l'info. Mal s'informer, ça peut provoquer un président grave. C'est un peu ce qui nous pend au nez pour les mois et les années à venir. Il va falloir qu'on soit capable de former, d'augmenter le niveau de résilience de la société française face à la désinformation, face aux enjeux de la technologie et de permettre à tous nos concitoyens de récupérer non pas la liberté que nous n'avons pas perdue, quoi qu'en disent les complotistes qui disent que nous sommes tous contrôlés. Il faut récupérer notre libre arbitre. C'est notre seule manière de rester des citoyens et de ne pas redevenir des sujets. Je crois qu'on a un vrai enjeu, c'est le début de l'année, des bonnes résolutions. Essayons d'en prendre, essayons de les tenir le plus longtemps possible. C'est un peu comme le Dry January. Il faut essayer de passer la quinzaine du mois de janvier. Quand tu arrives dans la deuxième, tu sens que tu es fort et tu peux continuer à arrêter de boire. Moi, en tout cas, je tiendrai. Allez, tous ensemble. Et bon apéro, voilà qui aurait dû arriver jusqu'aux oreilles de Tati Conspi, 13h02, 35 secondes. Le mot de la fin, Christophe Payet. Non, mais le mot de la fin, écoute, je vais rebondir sur ce que dit Thomas, puisque effectivement, il y a une question centrale d'éducation, de prise de conscience, et que c'est un enjeu pour les nouvelles générations, les futures générations, mais aussi pour celles qui sont déjà adultes, parce que ce combat-là, on aurait dû le mener il y a bien longtemps, au début du numérique, au début de l'Internet, on l'a totalement abandonné. Aujourd'hui, tout le monde s'est vautré dans le confort du numérique, et qui aujourd'hui a une bonne hygiène numérique sur la protection de ses données ? Personne ou quasiment personne. Qui a fait l'effort de comprendre comment fonctionnait son environnement et ses outils numériques? Personne ou pratiquement personne. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est grave, à quel point on a abandonné la bataille, à quel point on s'est livré comme ça, on a livré notre intimité comme tu disais. Donc effectivement, aujourd'hui, il est temps de prendre conscience que, en réalité, nous sommes dans une bataille culturelle qu'il faut mener de front. Effectivement, et n'oublions pas ce que disait Gramsci, dont nous avons parlé tout à l'heure. Les batailles culturelles d'aujourd'hui sont les batailles politiques de demain. Si nous perdons la bataille culturelle, nous perdrons la bataille politique. Ce que nous avons à préserver est essentiel. C'est tout simplement ce que nous faisons ici. C'est la démocratie, la capacité à échanger, y compris à respecter les propos de l'autre. L'un des phénomènes très très ennuyeux quand on s'informe sur les réseaux sociaux ou sur les outils numériques, c'est qu'on joue sur nos émotions. Et quand on joue sur nos émotions, on a de plus en plus de mal à réfléchir. Essayons de récupérer cette capacité à réfléchir. Conservons l'utilisation d'outils numériques parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont utiles et qu'ils sont parfois merveilleux. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi un monde en dehors des écrans, un monde en dehors de la technologie. Et essayons de conserver ce que ce monde a de merveilleux à nous offrir. La surprise, l'inattendu, l'intuition, les êtres humains. Finalement, c'est pas si mal. Et sans faire l'apologie du café du commerce que nous avons
avons un petit peu perdu, et ben il y a un moment où voir des vrais humains et discuter avec eux, et ben ça permet aussi de reprendre une forme de conscience et de confiance dans nos compatriotes. Je crois qu'il est grand temps qu'on se remette à se parler de ces sujets-là et qu'on en parle sans systématiquement considérer que la technologie solutionnera tous nos problèmes ou qu'elle sera la totalité de nos problèmes. Il faut penser les choses pour les penser. Il faut éviter toute forme de radicalité exclusive. Et donc, on espère que ça sera ici, que ça sera chez toi peut-être. Hein. On pourrait faire une émission spéciale sur les données personnelles. Hein. Il y a même des outils qui permettent de savoir ce que Facebook, ce que Twitter, ce que tous ces gens-là savent de vous. C'est là que tu vois que je suis un boomer. J'ai dit Facebook, j'ai dit Twitter. On va dire Meta, on va dire X, on dira TikTok, ChatGPT. Aujourd'hui, vous pouvez savoir ce qu'ils savent de vous. Il y a des procédures qui vous permettent d'exiger la transparence sur vos données personnelles. C'est essentiel que les citoyens le fassent. Je vous jure qu'une fois que vous avez compris ce que Meta sait de vous, la prochaine fois que vous allez sur Instagram, vous vous comportez pas de la même manière. Tout ce café du commerce, justement lors de l'apéro, 13h05, 31 secondes avec modération s'il vous plaît. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Merci à vous dans le chat pour votre patience, pour votre tolérance. Vous avez été un peu ronchon dans l'ensemble, mais je sais que vous m'aimez quand même. En tout cas, moi je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup vous lire. On se retrouve aussi prochain. Et puis voilà, mes invités aussi. Merci Thomas Huchon, merci Christophe Payet. Merci Ludo. Merci beaucoup. Merci pour la qualité des débats. Merci à Jérém Alamodé, merci à Stéphanie Berlu au visuel. Merci aussi à mes deux camarades derrière la régie pour le cadre, la lumière, merci, le la son. technique, c'est des vrais humains la technique. Mais oui, pour l'instant, oui, il faut que ça le reste. Ah oui, il faut que ça reste, il faut que ça reste. Aussi je te confirme. Aux speakers qui m'ont surtout ils ont des objets très lourds. Pendant 2 heures. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion, on se retrouve ce soir peut-être ou demain soir sur Discord. Jérém va mettre le lien dans le chat. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles, avec le son notamment de la Maison de la Radio et de la musique, qui est un service public qui est gratuit. Vous retrouvez qui tout est offert. Ça, et qui est offert. Vraiment gratuit. Non, mais il est offert, il n'est pas gratuit. C'est un vrai coup. Il est offert. Il est offert et vous le payez avec vos impôts tout de même. Bah oui, oui. Vous retrouvez tout et on ça est très content. Dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Vous pouvez aussi retrouver le stream sur France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pas de stream ce soir, parce qu'on en a fait un ce midi. On se retrouve jeudi prochain de 17h à 19h depuis le studio Clémentine Vergniaud, de là où on stream d'habitude. Ce sera pas de bonne heure, mais ce sera certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente après-midi à toutes et tous. Salut.